Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Benoît. Il est sapeur-pompier professionnel. En fait, nous, les pompiers, on a une vision différente de la vie. On voit tellement des morts bêtes, on voit tellement la mort souvent, tout le temps. Moi, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'arrive dans la salle de bain et en fait, là, je vois quoi? Pendant 5 secondes, je suis bloqué. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Il y a 20 cm d'intestin qui est sorti. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gars qui ont abusé, qui vous ont empêché de travailler? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais en train de masser dans le métro et en fait, il y a des gens qui passaient par-dessus la victime pour rentrer dans le métro et tout. Sur l'attentat de Charlie Hebdo, c'était toi qui étais dans les premiers. Ce qui me marque, c'est cette odeur de poudre, l'odeur du sang. Et je me dis, comment l'espèce humaine fait pour faire ça, tu vois? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Benoît. Il est pompier. Vous allez voir, il a plus de 800 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Il va nous raconter les interventions qui ont marqué sa carrière, tout ce qu'il a pu vivre et voir. Vous allez voir, il a même pu accomplir le rêve de tous les pompiers, c'est sauver quelqu'un du feu, sauver une vieille dame et même sauver son chat. Il va raconter cette histoire. Il s'appelle Strike Workout sur les réseaux sociaux. Et juste avant de commencer, je voulais remercier nos partenaires sur cette vidéo. Il s'appelle Innovea. C'est un réseau indépendant. Il y a des experts, des conseillers en gestion de patrimoine. Emmanuel Hardy, le patron, va nous raconter et nous a raconté dans une émission Légende Business il y a quelques temps comment il avait créé ce réseau-là, à quoi ça servait d'aller voir un gestionnaire de patrimoine, un gestionnaire de fortune aussi, mais en fait tout le monde peut y avoir accès. Et ça permet non seulement par exemple quand on a un héritage de comprendre comment ne pas payer 1 euro quand on reçoit un héritage, de faire en sorte de faire fructifier son argent aussi. Il explique tout ça, la gestion de son argent. Lorsqu'on a un héritage, comment on perçoit la somme, comment, etc. Et surtout, vous allez voir, il va expliquer vraiment qu'en économisant un petit peu chaque mois, on peut arriver vraiment à se construire un vrai patrimoine en laissant les intérêts composés, en laissant tout ça placé. Il va nous expliquer tout ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est Innovea avec Emmanuel Hardy, le patron, qui permet donc de faire une épargne tout simplement et d'épargner pour faire grossir son patrimoine. Et c'est parti avec Benoît. Maintenant, Strike Workout sur Légende le pompier, on y va. Bonjour, c'est Benoît, pompier, alias Strike Workout sur les réseaux sociaux et je vais vous expliquer des anecdotes sur mon métier de pompier. Ben voilà, bienvenue. Je te reprends le club, Benoît. Ça fait plaisir de te revoir. Merci à toi de m'avoir invité encore pour expliquer le métier parce que c'est ça le plus important, expliquer aux gens le métier de pompier. On a aussi créé, lancé ce média pour faire parler justement tous ceux qui servent, qui se donnent, parce que c'est quand même des métiers qui sont très très prenants. Hyper content de te revoir. On avait fait une émission il y a longtemps, tous les deux, où tu avais expliqué le métier de pompier. Toi, tu es sur les réseaux sociaux en plus, où tu expliques. Tu t'appelles Strike Workout sur les réseaux sociaux, mais ton vrai prénom c'est Benoît. Et tu étais venu, tu nous avais raconté il y a très longtemps, dans une précédente émission, des anecdotes. Tu étais tombé sur une femme possédée un jour, t'étais tombé... Enfin, t'avais vraiment vécu, on se rend pas compte, mais... En fait, quand on est pompier, on a 1000 vies parce qu'on voit tellement de choses différentes. Donc c'est pour ça je pense que tous les pompiers dans des grosses villes peuvent écrire un livre, tellement on fait d'interventions différentes et ouf, quoi. C'était toi qui est arrivé en premier, dans les premiers en tout cas, sur Charlie Hebdo, ouais. Sur l'attentat de Charlie Hebdo. Tu as été pendant 9 ans, c'est ça, pompier à Paris, ça, ouais. Est-ce qu'il y a pompier militaire et pompier pas militaire? Est-ce que tu peux expliquer juste la différence? Pour expliquer, il y a des pompiers militaires comme à Paris et à Marseille. Et en fait, tous les autres pompiers en France, ils sont pompiers professionnels, donc fonctionnaires, et aussi il y a des pompiers volontaires. Mais en fait, vraiment, à Paris, à Marseille, c'est que des pompiers militaires. Donc tu fais partie de l'armée? Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es militaire, t'as le statut vraiment de militaire? Ouais, du génie, tu fais partie du génie. Quand t'es pompier de Paris, tu fais partie du génie. Et voilà. Donc nous, on a même des formations de base. Quand on fait les formations, on tire au FAMAS et tout ça. Parce qu'on a cette formation militaire. Je savais pas que vous appreniez à tirer les pompiers. Donc ça, tu l'as fait pendant 9 ans sur Paris. Ouais. Et là, ça fait 9 ans que tu es sur Guéret maintenant. C'est ça. Dans la Creuse. Je suis revenu chez moi, voilà. Donc je suis pompier dans ma petite ville de Guéret. Et voilà. Et c'est différent, mais... On imagine qu'il y a plus de travail pour les pompiers sur Paris, mais pas forcément, en fait. Dans la Creuse, tu auras plus de feu, peut-être? Non, pas forcément. Non, en fait, c'est le même pourcentage, un peu partout pareil, mais voilà, faut dire que par exemple les pompiers de Bordeaux, les pompiers de Lyon, c'est des grosses casernes et ils font peut-être aussi plus qu'à Paris où ils font différentes interventions, mais
On aura tout à l'heure une fille qui s'appelle Grace. Ça s'est calé ce matin, pour être très honnête, quand on a organisé le tournage. On a eu un hasard, voilà, on vous expliquera tout à l'heure, mais on a Grace qui viendra parler, qui a été une grande brûlée, qui a plus de 60% du corps, elle a eu une amputation des 2 jambes. Elle a perdu sa maman et son frère dans un incendie criminel. Elle habitait dans un appartement et il y a quelqu'un qui en voulait à sa femme et qui a mis le feu à l'appartement du dessous, qui s'est évadé, qui n'a jamais été retrouvé en plus. Il est parti elle nous racontera, mais voilà. Elle nous racontera comment elle s'est remis de tout ça, comment aujourd'hui c'est devenu une athlète professionnelle et fait partie de l'équipe de basket fauteuil. Elle a même fait les JO à Rio, voilà. Donc elle nous racontera comment elle s'en est sortie. La force mentale qu'il faut, c'est juste. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pompier pour comprendre le parcours? C'est le principe de Légende, c'est de comprendre les choix des invités. Pourquoi est-ce que tu es devenu pompier? Comment ça s'est passé? Parce que tous les enfants veulent devenir pompier au départ. C'est ça. Après, moi, je me rappelle pas quand j'étais vraiment jeune si je voulais devenir pompier. Mais en fait, mon histoire, c'est que quand j'ai un frère qui a 1 an de moins que moi. On avait un cousin qui avait nos âges. Et en fait, à l'âge de 14 ans, malheureusement, il a eu un accident de moto et il est décédé suite à cet accident de moto. Et en fait, on était très proches. Et en fait, je m'en rappelle, j'étais chez moi et ma mère reçoit un coup de fil. Et là, je sens que ma mère en sanglots, elle est en train de pleurer. Elle dit comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et nous, avec mon frère, on voit qu'il se passe quelque chose. En fait, notre mère a dit, voilà, votre cousin a un accident de moto, il est dans le coma, faut vite qu'on aille à l'hôpital voir et tout ça. Et donc là, on avait 14 ans, quoi. Donc, on va à l'hôpital et il reste 3 semaines dans le coma et malheureusement, après, il décède. Mais en fait, sur le coup, quand on est jeune, on n'a pas la perception, tout ça, on se rend pas compte. Et en fait, vraiment, quand on a été le voir à la maison funéraire, moi et mon frère, ma mère nous a dit, allez le voir, c'est important et tout ça pour vous rendre compte, je sais pas, elle voulait vraiment qu'on aille le voir. Donc tous les deux avec notre frère, on a été voir la dépouille de notre cousin. Et là ça nous a, moi avec mon frère, ça nous a un peu choqués. Là, on s'est vraiment rendu compte. Et en fait, moi tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois utile, il faut que, imagine ça se passe à côté de moi, imagine j'étais là sur l'accident. J'aurais peut-être pu faire des gestes si je sais les gestes qu'il faut faire. Tu aurais peut-être pu le sauver. Ouais, on se dit ça. Et moi, je me dis, imagine, ça arrive à ma famille, ça arrive à des gens que je connais. Donc, je me suis dit, il faut que je me rende utile, il faut que je connaisse tous ces gestes. Et du coup, je me suis inscrit aux jeunes sapeurs-pompiers, qui était à côté, à Bourganeuf, exactement, à une petite ville. Et en fait, moi, j'ai commencé jeune sapeur-pompier. En fait, dès que je suis... C'est à quel âge, jeune sapeur-pompier? Donc, c'est à partir de... Maintenant, je crois que c'est 12 ans. 12 ans jusqu'à 18 ans. Incroyable. Ouais. Mais t'es sur des interventions à 12 ans, non? Non, on n'est pas sur des interventions. En fait, on est à la caserne, on est formé par des pompiers. On fait du sport, des manœuvres, on apprend le métier. Et en fait, moi, j'ai appris ce métier et j'ai vraiment... c'est mon truc. Je me suis dit, ah ouais, c'est mon truc parce qu'il y a de la rigueur. Il y avait du sport. Moi, j'étais un peu sportif, donc j'aime... On était tous ensemble, on découvrait plein de choses. Je suis quelqu'un de très curieux et je me suis dit, voilà, c'est parti, je veux faire ce métier-là. Et en fait, de base, voilà, c'est pour ça que je suis venu chez les pompiers, parce que il y a eu un drame et je me suis dit, il faut que je sois utile. Et voilà pourquoi j'ai fait pompier, quoi. Pour les pompiers, ça représente quoi, avant de parler d'anecdotes qui te sont arrivées? T'es même tombé un jour sur un jeu sexuel, il y a les intestins qui sont sortis, t'as vraiment vu des trucs, c'est inimaginable. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier et qu'on fait Légende, c'est histoire de... On n'a pas tous la chance de pouvoir rencontrer un pompier, de parler aux pompiers, on se demande toujours ce que vous vivez de plus fou, et là voilà, on peut le savoir. Ça représente combien en fait les incendies? Parce que quand vous vous engagez, quand vous êtes petit, c'est parfois vous imaginez sauver des gens sur les accidents, sauver des gens des incendies, ou parfois est-ce que vous êtes appelé pour des chats? Tu vois, on a des images comme ça. Ça représente quoi à peu près en pourcentage les interventions? Alors, en pourcentage, c'est à peu près 80% de secours à victimes, donc tout ce qui est ambulance. Après, il y a 10% de feu. Et après, c'est 10% accidents, voilà, autre. Donc, c'est vraiment que 10% d'incendie. Alors, juste pour comprendre, avant, et puis après, on va parler des détails, mais comment ça se passe? Vous êtes en caserne, vous êtes entre amis, on va dire, voilà, vous êtes entre potes, vous vous entraînez la journée, vous mangez, etc. Comment vous êtes appelé? Est-ce que c'est vraiment une sirène dans les couloirs? Est-ce que c'est des gyrophares? Est-ce que tu descends avec une barre, vraiment comme dans les films?
Ben, en fait, déjà, c'est pour ça que moi, j'ai voulu être sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer aux gens ce qu'on fait la journée. Parce que tout le monde pense que les pompiers, ils sont tranquilles devant la télé, dès que ça sonne, ils partent. Ben non, en fait, non, toute notre journée, elle est structurée. C'est-à-dire que le matin, quand on commence, on vérifie tous les engins, le matériel, que tout soit nickel. Tout soit prêt à l'emploi. Tout soit prêt, tout soit chargé. Enfin, voilà. Donc, chacun, on vérifie tout ça. Ensuite, on a sport et manœuvre. Donc, souvent, le matin, on va tous courir ensemble. Et après, on fait une manœuvre incendie, secouriste. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus efficace sur intervention. Ensuite, on mange. Et après, l'après-midi, on a plusieurs services. Il y en a qui s'occupent des plannings, il y en a qui s'occupent des formations, il y en a qui s'occupent des engins. Et après, le soir, on fait sport, un peu plus muscu. Et en fait, dans toute la journée, n'importe où, n'importe quand, dès que ça sonne, donc nous, on a des beepers. C'est pas sur portable. Non, c'est pas un portable, c'est un bip. Maintenant avec la technologie. C'est un bip, quoi. C'est un bip, c'est un genre de téléphone, un petit boîtier. Et en fait, dès qu'il y a une intervention, ça nous bip. On sait juste ce que c'est. Donc, je sais pas, détresse circulatoire, détresse ventilatoire, feu, ça nous marque ça. Et ensuite, voilà. Donc, loi, quoi qu'on est en train de faire, ben, on peut être sous la douche, on est en train de courir. Si ça sonne, on se change et on part sur intervention. Ouais. Ensuite, il y a, dans la caserne, en plus, on a des lumières et des beepers qui vont sonner en plus. Et puis après, il y a des casernes, ils ont des perches de feu. Souvent, c'est des casernes à étage. Donc, c'est des perches de feu, c'est vraiment pour descendre plus vite. Moi, je sais qu'à Paris, quand j'étais, il y avait des perches de feu. Donc ça, à 3h du mat, quand t'es pas bien réveillé, vous... C'est des bars, quoi. Ouais, c'est des bars en fer. Bars, ouais, c'est ça. Après, c'est grandes barres en fer. Des bars des pompiers, quoi. On kiffe, mais... Ouais. C'est des barres de pole dance géantes, quoi, pour ceux qui... c'est gros, quand même. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est juste de descendre plus vite, quoi. Et ouais, donc du coup, voilà comment ça se passe. Donc je vous dis, même si on est sous la douche, ça sonne, ben, en 3 minutes, on doit être parti, quoi. Ah, et ça serait humain, mais est-ce qu'on se dépêche plus quand on voit qu'il y a une galère sur un enfant ou sur un feu que si c'est un chat qu'il faut juste faire descendre de l'arbre? C'est la difficulté de l'intervention. Même si c'est un feu, même dès que ça va sonner pour feu, on va tous être comme des gamins à courir partout, à vite monter dans les véhicules. Et après, si c'est une ambulance, des choses vraiment, si c'est arrêt cardiaque, si c'est un enfant, si c'est, enfin, tous les trucs vraiment urgents, là, on va se dépêcher, on va même le dire au micro, parce qu'il y a le stationnaire qui dit départ ambulance, par exemple. Là, il va dire départ ambulance, arrêt cardiaque. L'idée, c'est de dire, OK, les gars, on va se dépêcher. Et là, en moins de 2 minutes, on est déjà parti. Et le but, c'est d'aller le plus vite sur intervention, parce que là, chaque minute compte, quoi. Si jamais tu sais que c'est une tour, par exemple, d'appartement, bah justement, comme Grace, tu sais qu'il y a un appartement en feu, tu sais qu'il faut aller vite, parce que ça peut monter aux étages. Tous les feux, on va vite parce que franchement, on sait que ça peut être important, ça peut prendre des proportions énormes, quoi. Combien vous faites d'interventions par jour? Alors, c'est très différent du jour à l'autre, mais c'est quoi à peu près, tu vois? En fait, ça dépend vraiment aussi de chaque caserne. Forcément, quand j'étais à Paris, je faisais beaucoup plus d'interventions que quand je suis à Guéret. Et après, c'est que l'effectif qui change. Mais par exemple, moi, à Paris, c'était 35 interventions par jour, à peu près. Tu rigoles, par pompier? Par jour. Non, pas toute la caserne. Là, je parle de toute la caserne. Mais chaque pompier fait combien de... Tu vois, ça dépend de... En fait, pendant 24 heures, on a affecté à un véhicule. Donc, si c'est l'ambulance 1, forcément, là, on va faire, sur les 30, on va en faire 15, voire 17. Tu commences à 8 heures, tu finis à 8 heures le lendemain? Ouais, et puis même à Paris, on faisait des 48 heures de suite ou des 72 heures de suite. Mais attends, mais tu dors entre les deux trucs? Bah, s'il n'y a pas d'inter ou entre deux inter, on dort. Moi, ça m'est déjà arrivé à Paris, en 3 jours, donc 72 heures, on appelle ça de garde, et ben de dormir 3 heures en 72 heures, quoi. Oh après, ouais, d'accord. Après, on est là pour les gens, donc... Voilà. Oui, non, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Non, mais tu vas se rendre compte, c'est important. C'est pour ça que moi, c'est mon super pouvoir. J'arrive à m'endormir en 3 secondes partout. T'as appris à dormir sur un canapé devant une entrée. Là, je dors par terre en 10 secondes. Parce que nous, on est habitués. Dès qu'on rentrait, il fallait, des fois, on avait même 10 minutes pour dormir. Donc, les 10 minutes, si tu mets 20 minutes, enfin, tu vois ce que je veux dire, si tu mets 5 minutes à t'endormir, c'est compliqué. Toi, t'as vraiment sauvé des vies dans ton métier, c'est remarquable. Mais donc, tu rêvais de faire ça quand tu avais vu, malheureusement, avec le drame que tu as vécu quand tu étais plus jeune, etc. Et ça t'est déjà arrivé, du coup, donc t'imaginer ton métier, rentrer au milieu des flammes, sauver quelqu'un, ça t'est déjà arrivé, toi? Ouais. C'est pas arrivé à tous les pompiers? C'est pas arrivé à tous les pompiers, et ça, on va dire que c'est le rêve de tout pompier, de sauver quelqu'un, quoi. Ouais. Là, on se sent, enfin, de toute façon, on est utile, mais là, on se sent vraiment utile, et on se dit, putain, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. Et ouais, ça m'est déjà arrivé, donc, du coup, chez moi. En fait, c'était à l'époque où, je sais pas si tu vois, quand c'était pour le Covid, fallait mettre une bougie à 20h pour les soignants, à la fenêtre. Et applaudir. Voilà, il y avait ça. Ouais. Ben, en fait, il y avait ça, donc il y avait une dame qui avait mis ça.
sauf que ça avait pris tous ces rideaux et en tout dentelle ça. ou des trucs qui ont été aspirés dehors avec le vent. Ça avait pris ça, ouais. Et en fait, moi, on intervient pour un incendie. Donc moi, j'arrive, je vois qu'il y a des flammes qui sortent de la fenêtre. Et là, nous, on est là pour ça, quoi. On se dit, putain, allez, c'est parti. Tu sais combien de personnes dans l'appart? Quelle agison? T'as des infos? Non, en fait, les infos qu'on te donne, c'est qu'il y a une personne qui est à l'intérieur. Donc là, c'est tout. On sait tout. Donc là, nous, on est formaté pour ça. Moi, je me dis, c'est maintenant. Tous ces années d'entraînement, c'est là où on va voir, quoi. Ouais. Donc moi, je suis pas en mode j'ai peur. Ça fait des frissons quand moi, je suis en mode putain. T'as pas peur? Bien. Ah non, moi, j'ai pas peur. Justement, je suis là en me disant, putain, là, faut y aller. Il y a la vie d'une personne qui est entre nos mains. Et là, il faut pas réfléchir, faut y aller. Et du coup, je dis à mon collègue, allez, c'est parti, on prend les aéris. Donc les aéris, c'est les bouteilles d'air qu'on a. L'oxygène pour respirer. C'est pas de l'oxygène, mais c'est de l'air. Ouais. C'est de l'air comme on respire. Comme les plongeurs, on voit des bonbonnes, ça ressemble à ça en tout cas. C'est une bouteille qu'on a dans le dos et voilà. Donc du coup, on part, on monte les escaliers et là, j'ouvre la porte des communs et là, je vois que. C'est quoi la porte des communs? En fait, de l'espace. L'espace où il y a tout, quoi. Le couloir. Il y a plus, ouais, on va dire le couloir. Et en fait, j'ouvre cette porte et là, je vois même pas ma main tellement il y a de la fumée. Donc là, je dis à mon collègue, ok, là, on va faire comme il faut les reconnaissances, parce qu'en fait, chez nous, les pompiers, faut vraiment tout reconnaître. Imagine, on passe à côté de la victime. Donc nous, quand on sort d'une pièce, faut être sûr que la pièce soit reconnue. Et il faut savoir que les gens, des fois, ils font pas n'importe quoi, mais avec le stress, des fois, ils se mettent dans des baignoires, ils se mettent sous les lits, ils se mettent dans des placards. Donc il faut vraiment tout regarder. Donc là, je dis à mon collègue, ok, là, on prend le temps. Donc moi, je longe le mur. Et mon collègue... Comment il t'entend, ton collègue? Tu parles? T'as une radio? Non, j'ai pas une radio, mais en fait, avec le masque, on a une membrane phonique et on peut parler. Par contre, après, il faut respirer. Enfin, faut pas, voilà. Mais le but, c'est d'être le plus calme possible. Chez les pompiers, faut toujours être calme. C'est ça le plus important. Donc là, je dis à mon collègue, ok, on se pose. Et voilà, on fait une bonne reconnaissance, on prend le temps. Donc voilà, moi, je longe le mur. Mon collègue, il se décale. Et l'idée, c'est de balayer le plus possible. Dès qu'on trouve une armoire, on regarde dedans, on regarde. Et on regarde dans des armoires. Enfin, on regarde partout. Et à un moment, j'arrive et je me rapproche et je vois quelque chose au sol. Et je regarde, et en fait, je vois que c'est un chat. Et là, je me dis, le chat, à mon avis, il est mort parce qu'avec toute la fumée et tout ça. Et je regarde vraiment bien parce qu'il y avait beaucoup de fumée. Et en fait, je vois qu'il respire vite. Donc là, je dis à mon collègue, ok, on le prend. J'avais vu qu'il y avait un balcon. Donc on le met sur le balcon et on poursuit les reconnaissances. Et ensuite, j'arrive dans un couloir. Et en fait, je vois qu'il y a une dame qui est allongée au sol, des flammes qui lui passent dessus à 1 mètre d'elle. Ah oui, qui passe en haut vers le plafond. En fait, elle est à la porte et en fait, je vois que les flammes, elles sortent sur le couloir, quoi. Et là, je me dis, elle est décédée parce qu'elle est à 1 mètre des flammes, quoi. Je regarde et là, je dis, madame. Elle se retourne, elle dit oui. Je te jure. Et là, dans la tête, elle dormait pas. Elle était pas. Non, je pense que c'était une personne âgée. Je pense qu'elle avait dû tomber, elle n'arrivait pas à se relever. Et du coup, avec mon collègue, on y va. L'atmosphère, il fait chaud. Il y a ce truc faut se sentir efficace, quoi. Du coup, on y va, on la sort et après, on la descend. Et après, ça, c'est une équipe de l'ambulance du VSAV qui prend en charge la victime. Et nous, après, on poursuit l'extinction après de l'appartement. On va bien sûr récupérer aussi le chat. Et en fait, à la fin, moi, quand je suis sorti avec mon collègue, on était comme des dingues parce qu'on s'est dit, voilà. Enfin, moi, je me suis dit, voilà. Là, t'as sauvé concrètement. Ouais, et puis je me suis dit, c'est pour ça que je m'entraîne dur tout le temps, depuis des années. Et voilà, là, ça paye maintenant, quoi. Et je me dis, après, nous, les pompiers, on est quand même humbles. Moi, j'ai rien dit à personne. Voilà, j'étais content intérieurement de tous les efforts que j'avais faits. Mais après, voilà, dans le métier, nous, on n'est pas des gens, on n'est pas les super-héros. Nous, on est vraiment les gens de l'ombre, quoi. On est là vraiment pour aider. Mais après, on se met jamais en avant et on dit pas, ouais, j'ai sauvé ci. Non, moi, j'ai fait mon taf. Mais franchement, c'est vraiment enrichissant et c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. C'est ton plus beau moment de vie de pompier? Franchement, ouais. Celui-là, où tu sauves une femme. Ouais, parce qu'après, il y a d'autres moments qui sont bien enrichissants. Mais là, c'est vraiment du concret dans un incendie. Voilà, tout était là, quoi. Et puis, du coup, la personne s'en est sortie. Plus tard, j'ai su que la personne s'en était sortie. Même le chat. C'est cool, tu vois, de sauver les animaux. Enfin, moi, je suis quelqu'un. Évidemment. Tout le monde, quoi. Et puis la dame, elle doit être contente en plus de survivre avec son chat. Ça, ouais.
Ça doit être son compagnon, peut-être, son mari, c'est Dame âgée. Tu disais, c'est une dame de quel âge, finalement, tu as su après? Elle avait 80, après, je n'ai pas su exactement, mais elle était dans ses 80 ans. Et c'est elle qui a expliqué elle avait mis la bougie, que après, en fait, ça s'est enflammé, elle n'avait pas vu. Et puis après, elle était tombée, et elle ne pouvait pas se relever, et voilà. Et après, elle a vu les pompiers arriver. Bon. Et t'as remercié après? Vous avez pu vous parler après ou pas, non? Après, c'est compliqué en fait. Nous, pompiers, c'est pas souvent qu'on arrive à avoir des nouvelles des gens. Donc moi, je l'ai vu sur une autre intervention. J'ai intervenu dans l'immeuble et du coup, je suis allé la voir. Ah, j'ai sonné et je lui ai dit bonjour madame et tout ça. Oui, oui. Elle me disait, je dis c'est moi qui suis venu vous sauver. Vous étiez dans le petit couloir et tout ça. Ah oui, oui, merci. Enfin, elle m'a remercié. Et puis après, franchement, nous, on passe à l'inter, on n'est pas là pour... Non, mais c'est rigolo, tu voulais la revoir. Mais oui, c'est clair. Mais félicitations, en tout cas. Merci. Enfin, après, merci. Hein, mais non, mais c'est mon travail. Moi, je suis là pour faire ça, quoi. Et t'as des nouvelles, rarement, tu dis, des gens que tu sauves? C'est vrai. Après, comme je dis, nous, on fait pas ça pour ça. On n'est pas là pour... mais c'est pas pour ça, pour nous remercier. C'est agréable d'avoir... tu sauves quelqu'un qui juste envoie un message pour dire à Noël, tiens, je suis avec ma fille, vous m'avez sauvé, vous m'avez fait un massage cardiaque, j'en sais rien, merci à vous. T'as parfois à la caserne, vous recevez des petits cadeaux. Ça arrive de temps en temps, c'est genre 2-3 fois dans l'année, où en fait ils nous envoient des chocolats, des choses pour l'intervention qu'on a effectuée. Mais après, c'est vrai que c'est rare que les gens viennent à la caserne, quoi. Pour parler là, tu parles d'incendie, donc on va faire la liaison, mais il paraît qu'il ne faut pas jeter d'eau. J'ai vu des trucs parfois passer sur Instagram. Tu as des mecs qui donnent des conseils, des trucs. C'est pas forcément des pompiers d'ailleurs. Donc, comme j'en ai un vrai en face de moi, je pose la question. En fait, ça dépend. Enfin, ça dépend. Sur l'eau, on parle de friteuse. Sur de l'huile, là, il ne faut pas jeter de l'eau. Pourquoi? Parce que l'huile avec l'eau, ça ne se mélange pas. Donc forcément, si on va jeter de l'eau sur de l'huile, ça va éclabousser l'huile. Ça crépite et ça explose, quoi. Ça va s'enflammer, on va s'ébouillanter, tout ça. C'est pour ça que sur de l'huile, il faut jamais jeter d'eau. Sur une friteuse et tout ça. Après, si on a le feu dans notre appartement, ce qu'il faut, c'est déjà fermer la pièce et sortir. Ce qu'il faut, c'est surtout fermer les portes. Pourquoi? Parce que le feu va se contenir, les fumées, et après, s'il n'a pas d'air, le feu va mourir. Parce que souvent, les gens, ils ouvrent tout, ils partent. Ah ouais, parfois, et tu fermes tout. Là, le feu, il s'attise, et après, ça prend. Il n'y a plus d'oxygène, limite, tu mets un truc en bas de la le mieux, ce serait ça. Ou par exemple, imagine, il y a l'appartement juste à côté qui prend feu. Là, par contre, ce qu'il faut faire, c'est sous ta porte d'entrée, là, tu mets un linge humide pour pas que ça rentre. Et après, tu te manifestes aux fenêtres. Et voilà, ça, c'est les choses à faire quand il y a un incendie. Si c'est chez toi, vraiment, tu fermes tout et tu t'en vas. Et si c'est à l'extérieur, tu te camoufles et tu te... Quelqu'un qui est chez soi et qui a sa télé qui prend feu. Je donne un exemple d'un appareil électrique. Et d'un coup, ça grille et ça se met à flamber. Il faut pas jeter d'eau sur un truc électrique non plus, non? Après, si tu peux le débrancher, déjà. Si tu peux le débrancher, tu le débranches. T'as ton frigo qui prend feu, tu vois. Et tu peux pas le débrancher, il est derrière. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles les pompiers, en fait. Ouais, t'appelles les pompiers. Surtout, t'essayes de tout fermer. Et s'il y a des choses à côté qui risquent et tout ça, déjà de sortir les choses qui peuvent risquer, qui peuvent se propager. Et après, il y a des choses, c'est facile à dire, mais quand on est dans le foyer, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'être toujours réfléchi. Le plus important, c'est d'avoir du sang-froid. Nous, les pompiers, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on apprend, c'est d'avoir le sang-froid, de toujours prendre les bonnes décisions, de jamais s'énerver. Et c'est ça le plus important. Pareil, même sur des gestes de premier secours. Je pense que t'es déjà arrivé où il y a une personne qui saignait et tout ça. Et ce qu'il faut, c'est calmer, se poser et prendre les bonnes décisions, quoi. Tu vois, faut jamais s'énerver. Rester lucide. Parce que quand tu t'énerves, tu fais toujours n'importe quoi. Tu prends jamais les bonnes décisions. Tu peux faire, je sais pas, tu vois, t'es pressé, tu fais toujours tomber des trucs, alors que, tu vois. Là, tu parlais tout à l'heure, tu sais tu en faisais parfois plusieurs par jour, même plus de 10 par jour dans un véhicule. C'est quoi ton intervention qui a duré le plus longtemps? Est-ce que tu en as une qui a duré vraiment très longtemps? Ouais, après, les interventions qui durent longtemps, c'est souvent des feux. Des feux de tout ce qui est agricole, des granges. Des forêts, des trucs. Ouais, après, il y a des feux sur des journées, des semaines, des feux de forêt. Mais après, nous, on est reliés. Par exemple, vraiment, le feu où moi, je suis resté longtemps, c'est du 6 heures sur feu. Et après, il y a des équipes qui viennent te relayer quand même. Mais voilà, c'est des feux souvent de granges, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de foin à l'intérieur, donc ça prend du temps. Faut tout sortir, faut tout arroser.
Et c'est ça qui prend du temps. 6 heures d'affilée? Ouais, 6 heures d'affilée. Après, comme je dis, si ça dure plus longtemps, on va avoir des relèves, des gens qui viennent nous relever. L'idée, c'est d'être le plus efficace possible. C'est comme, par exemple, sur un massage cardiaque, quand je vais faire le massage cardiaque, on va se relayer, nous, toutes les 2 minutes pour que le massage cardiaque soit le plus efficace possible. Parce que si on fait 5 minutes, après, on va être fatigué, on va moins appuyer, tout ça. Donc, nous, on met un chrono. Et en fait, toutes les 2 minutes, on va se relayer. T'as déjà redémarré quelqu'un avec un massage cardiaque? Oui. Ouais. Après, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est pas comme dans les films. C'est pas comme dans les films où on réanime quelqu'un et on revient et dit merci les gars. Franchement, merci. Non, ça m'est jamais arrivé. Après, je sais qu'il y a des gens où c'est arrivé, où ils sont... Oui, il y a de tout. C'est vraiment, genre, ça doit être 99%, enfin 1% qui se relèvent et qui sont... Voilà, souvent, on réanime les gens, mais après, ils sont inconscients. En fait, ils mettent des drogues exprès pour les rester dans le coma. Et après, on les amène à l'hôpital, quoi. C'est vous qui faites les accidents aussi de la route? C'est parce que je sais pas la différence entre le SAMU, les pompiers. Qui est envoyé sur un accident de route? En fait, la différence déjà entre les pompiers, nous, on fait tout ce qui est première intervention. Le SAMU, eux, ils viennent, si c'est vraiment grave, ils viennent sur une intervention en complément de nous. C'est-à-dire que si c'est un accident sur la prise d'appel, si c'est vraiment grave, ils vont envoyer les pompiers et en même temps le SAMU. Okay, parce qu'il y a un médecin du SAMU et eux, ils peuvent mettre des médicaments. Enfin, ils ont tout un protocole. C'est plus médicalisé? Ouais, en fait, c'est médicalisé. Donc voilà, c'est ça la différence. C'est un truc qui est plus dur pour les pompiers d'arriver sur un gros accident de la route, plus dur qu'un feu. Psychologiquement, c'est... En fait, ça dépend vraiment des gens. Mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est quand c'est des enfants. En fait, quand on arrive sur un accident et que c'est des enfants qui sont vraiment victimes ou quoi, surtout pour des pompiers qui sont parents, parce que tout de suite, ils se mettent à la place et ils se disent « Putain, imagine, c'est mes enfants et tout ça ». Et en fait, ça, c'est vraiment dur et c'est choquant, quoi. T'es papa, toi? Non, je suis pas papa, non. Mais bon, ça touche quand même. Bah ouais, non, mais moi, ça touche tout le monde. Je pense que quand tu vois qu'il y a un enfant qui est dans la voiture, c'est compliqué, quoi. C'est quoi l'accident de la route? Parce que c'est important. Je sais que les pompiers recrutent et recherchent aussi des pompiers volontaires dans plein de régions, dans plein de casernes, peut-être qu'à côté de chez vous, ils cherchent des gens. Allez voir, d'ailleurs, je mettrai un lien. C'est pas prévu, hein, on n'a pas parlé avant d'ailleurs, mais je mettrai un lien sous la vidéo s'il y en a qui sont intéressés par ce métier de pompier. Parfois, il y en a qui font donc d'autres métiers. Vous pouvez être par exemple boulanger dans votre ville et aller aider X jours par an. Je crois que c'est comme ça. Je sais pas comment ça marche. C'est ça. En fait, ça dépend vraiment de chaque caserne. Chaque département. Mais en fait, si t'es passionné, l'idée c'est juste d'être... Si tu veux aider les autres, si t'es passionné, il n'y a pas besoin d'être une machine de guerre. Tu vois, s'il y en a qui se disent ouais, putain, je me sens pas trop sportif, mais tu peux quand même, si t'es motivé, tu peux, et en plus, ils peuvent aménager des choses. C'est-à-dire que tu peux faire, par exemple, que du VSAV, de l'ambulance. Tu peux conduire au moins l'ambulance pour... Ouais, même faire que de l'ambulance, par exemple. Si tu te sens pas de faire du feu, c'est vraiment, on l'adapte. Il faut savoir qu'on adapte à tout le monde. Donc l'idée, c'est juste, t'es motivé, t'as envie de donner ton temps aux gens, à faire du bien. Eh ben, tu peux venir. Et le mieux, c'est que t'ailles dans la caserne la plus proche de chez toi. Tu demandes et après tu t'inscris. T'auras des tests à passer, des formations. Mais il faut savoir que voilà, c'est comme je dis, c'est avec des gens ordinaire qu'ensemble, on fait des choses extraordinaires. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est ensemble. Quand on va être ensemble, on va pouvoir tout faire, quoi. Et donc, si on a un autre métier, on n'y va pas pour l'argent. Hein, c'est important Je peux t'assurer. Ça, c'est pour ça que c'est vraiment un métier passion, parce qu'on fait pas ça pour l'argent. Que ça soit pompier volontaire, pompier professionnel ou même pompier de Paris, c'est vraiment parce qu'on a ça dans le sang. Et c'est ça le plus important, parce que quand on arrive sur un terre, parce qu'on dit ouais, les pompiers c'est bien, ils sauvent des gens et tout ça. Non, mais la vraie vie, enfin c'est ce qu'on fait, mais il y a des gens ça fait 3 jours qu'ils sont tombés, bah forcément il y a les excréments qui sont sur eux, voilà, et nous on peut pas les laisser là. Ils ont peut-être vomi et tout ça, on peut pas dire ah non ça sent mauvais et j'y vais pas. Non, nous on est là, on est obligé d'aller dedans, de sortir la personne là pour elle. Donc c'est pour ça les gens ils se disent voilà, on est vraiment confrontés à ça, là, que ce soit même la misère sociale. Les gens, ils ont le syndrome de Diogène. Les appartements, ils sont pourris. On a fait un reportage sur le syndrome de Diogène. C'est les gens qui jettent rien, même leurs excréments. Hein, ça va très loin. Ils jettent rien. Il y a parfois 1 mètre, 1m50, 1m80 de déchets. Et on a fait un reportage. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse aussi. Ça arrive souvent. Hein, Diogène Ah ouais, nous, je pense 1 fois par semaine, on intervient Mais sur... non. Si. C'est les gens qui ont le syndrome de Diogène.
tout Et ça l'appart, pue ah ouais, la mais mort. l'appart, c'est un chantier. Et du coup, nous, on intervient, on est obligé de sortir la victime, on est obligé de... Donc c'est pour ça, les gens, ils se disent, ouais, pompier, c'est bien. Ouais, mais quand t'es là-dedans, Ouais. tu te dis, putain, Y a pas que le faut aimer le boulot, quoi. Tu vois. Et comment ça gagne un pompier de manière très large, qu'on s'imagine? Ouais, en fait, un pompier, quand t'arrives, au début, c'est entre 1600 et 1800 euros par mois. Et après, plus tu prends de l'âge, plus tu as des formations, plus Des grades, je vois que tu as des grades. Ouais, plus tes grades. Par exemple, moi, ça fait 18 ans que c'est mon travail, que je suis pompier. Moi, je suis à 2300 euros. D'accord. Tu parles en net quand tu dis ouais, salaire que tu touches à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Donc moi, après, je suis content parce que vu que c'est un métier et passion, moi, je suis content d'aller travailler. Donc franchement, moi, je suis bien comme ça, quoi. C'est quoi l'accident qui t'a le plus marqué en tant que pompier, en tant qu'homme, vraiment, derrière le pompier? Ouais. Après, c'est vraiment quand c'est des, comme je disais, vraiment des enfants. Moi, c'est ce qui me touche le plus parce que, en plus de voir l'enfant comme ça, ce qui me touche, c'est forcément la famille qui est autour. Que quand on lui annonce et tout ça, c'est horrible. Et ça me fend le cœur, quoi. Enfin, en plus de voir les choses horribles, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé où j'arrive sur un accident, en fait, une voiture qui est foncée dans le poids lourd, en fait, à l'arrière du poids lourd. Et en fait, il y avait 2 adultes au devant et un enfant derrière. Les 3 sont décédés sur le coup. Et en fait, on arrive et franchement, quand on voit, en plus, c'était sous le camion. Et quand on voit ça, il y avait déjà le SAMU, c'est le médecin qui a dit, il y a rien à faire, ils sont morts sur le coup et tout ça. Et de voir ça, et en fait, nous, en plus, en tant que pompiers, on doit désincarcérer, donc on doit ouvrir la voiture pour sortir les corps. Et en fait, ça, c'est là où c'est horrible. En plus, on a cette image-là, l'image, on l'a encore. Enfin, moi, de toute façon, toutes les inters un peu choquantes, on a ces images qui nous restent dans la tête. Mais après, il faut faire le boulot et on le fait. On n'a pas l'habitude, mais voilà, on se fait une carapace, on a une carapace et il faut faire le boulot. Et en fait, c'est ça qui est le plus choquant parce que faut sortir des gens. Et après, quand la famille, elle arrive, forcément, le reste de la famille, ils hurlent, ils comprennent pas, et toi, t'es à côté, et tu sais pas où te mettre, et enfin, c'est horrible, quoi. C'est à toi qui va voir les familles quand elles arrivent ou non? Non, en fait, ça, c'est le médecin du SAMU qui, lui, va dire, c'est comme même quand on fait un arrêt cardiaque, il y a des personnes décédées. En fait, nous, on doit pas dire à la famille, c'est le médecin du SAMU, lui, déjà, qui déclare le décès, et ensuite qui annonce à la famille. Mais nous, forcément, on est en retrait, on est juste à côté, et voilà, après, on dit rien, on range. Mais en fait, forcément, c'est délicat, quoi. Bon. Et ouais, ça, c'est des interventions qui te marquent à vie. Et après, moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est pour ça que je m'entraîne dur chaque jour, que ça soit en manœuvre, en sport et tout ça. En fait, c'est que je me dis, je fais toujours le maximum sur intervention. Ouais, tu repars pas en ayant des regrets. Ouais, faut pas avoir de regrets. C'est là où je me dis, par contre, si un geste, je fais mal le geste, si c'est à cause de moi, s'il y a des choses où... Et là, par contre, toute ma vie, je vais y repenser. Et c'est là où ça va être dur mentalement. Alors que c'est pour ça que je veux vraiment discipliner, que je m'entraîne à bloc, que je fais plein de choses. Parce que je me dis, je veux pas louper ça. Tu vois. Mais après, tous les humains font des erreurs. On a tout plein d'humains très différents qui viennent ici. Et chaque humain a fait des erreurs dans sa vie et des succès. Ouais, mais nous, on peut pas. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça, tu te rends compte que c'est la vie des gens que tu as entre tes mains. C'est pour ça que c'est important. Vital quand tu fais c'est pour ça que c'est important de s'entraîner. C'est ce que je dis, moi, de par mes vidéos, que je montre aussi aux jeunes, que je les forme. Et c'est pour ça que je leur dis, les gars, c'est pour ça qu'il faut connaître les gestes, parce que c'est trop tard après. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gars qui ont abusé, qui vous ont empêché de travailler? Ouais, ça a déjà arrivé plein de fois. Déjà, des gens qui filment sur intervention, on a tout le temps. Dès qu'il y a un accident, tout le monde sort son téléphone et tout ça. Mais après, moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais en train de masser dans le métro. Et en fait, il y a des gens, genre, ils s'en foutaient. Ils nous passaient par-dessus. Ils passaient par-dessus la victime pour rentrer dans le métro et tout. Ouais, je dis... Ils font, je dis, t'es obligé de dire, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de masser, quoi, la personne. Mais c'est là où tu vois que les gens, ils sont vraiment individualistes. Ah ouais. Les gens sont individualistes, ils s'en foutent. Et ils disent, putain, le métro, il a du retard, fait chier, il a 2 minutes de retard. Enfin, tu vois, et toi, t'es en train de masser la personne devant tout le monde, t'es obligé de mettre des draps quand même pour limiter, mais il y a des gens, ils passent par-dessus, ils te poussent, t'es en train de masser, ils te poussent. Tu te dis, putain, c'est incompréhensible, les gens, tant que c'est pas eux, ils se rendent pas compte, quoi. Ils vont même pas à la porte d'à côté du métro. Ils font pas 10 mètres, ils vont passer. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Les gars, ils en foutent. Incroyable, putain. Et t'as jamais eu de bagarre, toi, avec des gens qui vous cherchent la merde parce qu'ils sont bourrés, parce que, tu vois, ils oublient que vous êtes pompier, que vous êtes en train de sauver les gens?
Ouais, ça c'est déjà arrivé, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Même des crachats ou des gens qui nous crachent dessus parce qu'ils sont bourrés, parce ils veulent pas qu'on les aide ou ils veulent qu'on les amène à l'hôpital alors qu'ils ont rien. Et c'est déjà arrivé plein de fois, ça. Même j'ai vu un chef d'agré se faire étrangler devant moi, quoi. Le gars, il lui a sauté dessus, il l'a étranglé et tout ça. Et du coup, nous, ça va, on était deux, on a séparé le gars. Et le gars, après, il crachait, t'es obligé de, voilà, police. Après, nous, on se sépare, ça va que, on est quand même costaud, c'est pour ça aussi qu'on s'entraîne. Donc, on se sépare. Après, nous, on sépare. Et après, on appelle la police. La police, après, ils se débrouillent du truc. Mais ouais, c'est déjà arrivé. Après, franchement, faut dire les choses. Les gens sont vraiment bienveillants souvent avec nous. Et voilà, ils disent merci pour tout ce que vous faites. Même des fois, on est en inter, ils disent ouais, merci les pompiers. Et on sent que la population nous aime. Vous aime, ouais, bien sûr. Parce que c'est pas que suite à un drame. Après, on revient, on pense toujours au mal, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bien. Tout le monde dit merci les pompiers et là, les gens nous aiment bien, quoi. Les calendriers sont toujours autant. Ouais, les calendriers, ouais. J'avais noté, chaque année en France, 30% des accidents de la route mortels sont causés par l'alcool, donc c'est un tiers. Donc c'est pas que la vitesse, hein, c'est aussi parfois l'alcool, ou parfois c'est juste une erreur. Ou les drogues aussi, il y a les drogues aussi. T'en vois, toi? Ouais, après nous, c'est pas notre travail. Nous, en fait, par exemple, il y a un accident, nous on s'occupe de la victime, mais après, si la victime n'a pas grand-chose ou quoi, eux, la police ou la gendarmerie, c'est eux qui font souffler, ils font les tests de drogue. Et voilà, mais nous, ils sont juste dans notre camion, ils font souffler dans le camion. Et puis après, nous, on s'en fout, quoi. Alors, c'est toi qui disais que l'alcool était la première cause d'intervention chez les pompiers. Donc on vous appelle souvent pour des gens bourrés, ça arrive? Ouais, ça arrive surtout dans les grosses villes, quoi. Parce que la mentalité, elle a changé. Maintenant, c'est genre, ils sont en soirée et je sais pas, moi, il y a son pote qui est bourré. Au lieu de dire, vas-y, je vais le ramener, je vais m'occuper de lui. Ah non, nous, on continue notre soirée, on va aller appeler les pompiers, ils vont se débrouiller avec notre pote, quoi. Ça, c'est souvent, c'est dans toutes les villes. La soirée samedi, continue. dimanche, la soirée continue. Samedi, vendredi, c'est toute la nuit, c'est ça. Hein. Donc nous, on arrive et après, ça dépend de l'état de la personne. Si vraiment elle est inconsciente, là, on va prendre en charge la personne, tout ça. Si elle a juste bu, on va rien faire. Après, au pire, c'est soit les copains, ils vont se débrouiller, ou soit c'est la police parce que c'est ébriété voie publique, quoi. C'est quoi l'accident qui revient le plus à cause de l'alcool? Après, c'est l'accident de la route, souvent. C'est l'accident de la route, les gens ils boivent et ils prennent la route et après forcément accident. Toi tu le sens quand tu arrives sur un accident? Ouais, même en fait, mais pas sur un accident, sur n'importe quelle victime, on sent l'alcool. On a tellement l'habitude qu'on sent. Enfin moi je sais. La personne, si elle me dit non, j'ai pas bu, je dis monsieur, je sais très bien que vous avez bu, dites-nous la vérité. On n'est pas là pour ça. C'est juste pour comprendre et savoir. Donc voilà, mais ouais, c'est clair que nous, on sent direct. Il y en a qui tellement l'habitude qu'on sent quand il a bu, quoi. Certaines personnes te disent j'ai pas bu alors qu'ils sont complètement raides. Ouais, c'est clair. Après, de toute façon, la police ou quoi, ils font le test et on sait, quoi. Et le son, ouais. Après, nous, c'est ce qu'on dit. Nous, on n'est pas là pour juger. Nous, même la personne, elle a pris de la drogue, elle a des problèmes de famille. Nous, on est là pour savoir, discuter avec, essayer de comprendre et essayer peut-être de régler aussi le souci. Donc, on est beaucoup dans le social, quoi. Justement, on parle d'alcool. T'as un jeune qui s'est noyé dans une baignoire. Ouais. Ça, c'est hyper important de le dire parce que franchement, ça peut éviter d'autres de prendre un bain quand ils sont bourrés. En fait, c'est pour expliquer que, en fait, la vie elle est tellement courte et que on peut mourir tellement bêtement. C'est quand j'entends des gens, je prends pas l'avion parce que je peux mourir. Franchement, tu peux sortir de toi, t'as une tuile qui te tombe dessus. Ça, pareil, je l'ai déjà fait. Gars décédé. Une tuile. Ouais, une tuile qui tombe, décédé. Et il y a tellement de morts bêtes que, franchement, moi, bref. Une tuile qui se décroche du tout. Je te jure. Tu sais, je dis jamais, mais en fait, comme on a le média Légende, on met de l'actualité aussi sur Instagram, sur Facebook, on met plein d'actualités. Et du coup, les flux Telegram de news, je les ai de manière brute, c'est vraiment brutal, quoi. Il n'y a pas de floutage. Il y a des sites qui répertorient l'info, il y a l'AFP, mais il y a aussi d'autres trucs. Voilà. Et donc, du coup, je vois toutes les dépêches passer et je vois les vidéos non floutées. Et je vois un nombre d'accidents. Alors, toi, tu les as vus en vrai, moi, je les vois qu'en vidéo, mais déjà, ça me rend parano. C'est-à-dire que tu vois, parfois, il y a des gens qui marchent avec leurs enfants, et il suffit qu'il y ait une jardinière d'une grand-mère qui se décroche, c'est 10 kilos sur la tête d'un enfant ou de ta femme, et d'un coup, la personne meurt bêtement en marchant. Du coup, maintenant, je marche plus en dessous d'un... Je pars du principe que le balcon peut tomber. Mais il faut pas penser comme ça. Il faut penser, la vie est tellement courte, te prends pas la tête sur plein de choses, et si t'as un kiff, fais-le.
Et enfin moi, en fait, nous les pompiers, on a une vision différente de la vie. Tu vois, c'est quand moi je parle à des gens qui sont pas pompiers, ça n'a rien à voir. Quand je parle avec mes collègues, on s'entend bien et en fait on voit tellement des morts bêtes, on voit tellement la mort souvent, tout le temps, qu'en fait moi je me dis, je sais que demain je peux mourir. Et en fait, pourquoi je me prends la tête? Moi, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je me pose pas des questions. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Moi, j'ai voulu faire du parcours sur les toits de Paris. J'ai été faire du parcours sur les toits de Paris. J'ai attrapé un anaconda à main nue. J'ai fait de la spéléo. J'ai fait plein de choses. Et en fait, c'est pour ça, je me dis, je préfère mourir à 40 ans, avoir fait tout ce que je voulais de ma vie, faire mes rêves, que de mourir à 80 et avoir rien fait de ma vie. Donc nous, t'as 39 ans, fais attention quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, en fait, tu vois, moi, il faut quand même durer, mais. Non, mais après, faut pas faire des choses débiles, mais faut se dire que, tu vois, demain, tu peux faire un arrêt cardiaque, rupture d'anévrisme, tu peux mourir. C'est la vérité, tu vois, moi, je le vois comme ça. Ouais, j'en vois. Ouais, la baignoire. Donc ça, c'est pareil, c'est une mort un peu bête. En fait, nous, on intervient parce que il y a des amis qui nous disent, putain, on a fait soirée chez notre pote et ça fait depuis la veille, on n'a pas de nouvelles, on toque, il y a personne alors que on a fait soirée chez lui, tout ça. Ok. Donc nous, on appelle ça des reconnaissances d'appartement. Donc on va passer par la fenêtre. Donc moi, je passe par la fenêtre du dessus avec un lot de sauvetage pour arriver à la fenêtre, casser la fenêtre et rentrer dans l'appartement. Parce qu'il faut savoir que nous, on casse pas la porte. Parce que forcément, ça coûte plus cher de remplacer une porte que du vitrage d'une fenêtre. Donc, moi, je rentre dans l'appartement. Et là, ils me disent en plus, ouais, en plus, on l'avait laissé dans la baignoire. Donc, je me dis, je vais me diriger vers la salle de bain. J'arrive dans la salle de bain. Et en fait, là, je vois quoi? Pendant 5 secondes, je suis bloqué. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Je vois, en fait, la personne, elle est dans sa baignoire, allongée. Et en fait, je vois l'eau qui lui arrive ici. Juste en dessous du nez. Juste en dessous du nez. Et en fait, sa fesse avait bloqué l'arrivée d'eau, enfin la sortie d'eau. Et avec son genou, il a bloqué le siphon avec son genou, ça avait un petit peu ouvert l'eau du robinet. Et en fait, ses potes, ils m'ont expliqué qu'en fait, il était tellement bourré, il vomissait partout, pour pas qu'il vomisse sur la moquette et tout ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la baignoire. Oh, et en fait, ils l'ont laissé comme ça. Sauf qu'en le mettant dans la baignoire, avec son genou, ça avait un tout petit filet d'eau. Avec les fesses, ça avait bouché. Et en fait, le gars, il s'est noyé comme ça au fur et à mesure. Parce qu'il était il était inconscient, il était tellement bu. Et en fait, ses potes l'ont laissé comme ça. Il n'avait pas le réflexe de lever la tête, quoi. Ses potes l'ont laissé comme ça. Et voilà. Et du coup, va expliquer ça aux potes et à la famille. Que c'est à cause d'eux, limite, tu vois, qu'il est décédé. Tu vois, ils auraient dû le surveiller. Enfin, et tu vois, c'est pour dire que, tu vois, c'est compliqué. Et c'est pour ça, la vie est tellement courte. Moi, je vous dis, arrêtez de vous prendre la tête. Kiffez votre life et si vous avez envie de faire des choses, faites-les, quoi. Et juste avant, tu parlais de trucs qui peuvent arriver comme ça. Tu disais que tu voyais beaucoup de décès parfois un peu inopinés, pas prévus. Les AVC, par exemple, est-ce que tu vois des gens de tous les âges? C'est ce qu'on entend parfois, mais est-ce que vraiment tu vois des jeunes, des moins jeunes, mais est-ce que à partir de quel âge tu vois des gens faire des AVC puis mourir d'un coup? Après, les AVC, tu meurs pas d'un coup. Faut vite que ça soit traité, tout ça. Donc après, ça dépend. Il y a plusieurs types d'AVC, mais souvent, ce qu'on fait, c'est à partir de 60, 70 ans, par rapport c'est l'hygiène de vie, par rapport à l'alcool, la cigarette, tout ça, en fait, ça peut créer, c'est là où tu as plus de risques de faire un AVC. Mais après, nous, on arrive, il y a tous des gestes qu'on doit effectuer, voir si c'est vraiment un AVC. Si c'est un AVC, nous, on doit vite transporter parce qu'il faut que ça soit vraiment pris au plus vite. Mais après, là, c'est rare que tu peux mourir d'un AVC, mais... Et dissection carotidienne, j'ai découvert ce truc. Dissection optique et tout ça, ouais. Ah, tu sais, mais j'ai cru comprendre que c'est parfois la carotide qui explose, enfin, qui pète d'un endroit et tu meurs, en fait. Tu peux rien faire, là. Ouais. Et ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent. Après, je te dis, on voit tellement des morts. Putain, c'est la loterie, en fait. Furieuses. Tous les jours, tu peux avoir. C'est le destin. Moi, je dis, c'est le destin, c'est comme ça. C'est écrit. Donc, franchement, je te dis, Guillaume, si t'as des trucs, te prends pas la tête et fais-les, quoi. Et des crises cardiaques, de manière un peu inopinée, avec le stress, la fatigue, ça arrive régulièrement. Ça arrive. J'ai même fait chez une prostituée. On a intervenu chez une prostituée. Le mec avait fait un arrêt cardiaque. Et là, c'était pareil, c'était bizarre parce que t'es en train de masser la personne, la prostituée qui est à côté, qui s'en fout, tu vois. Ah bon? Et puis va annoncer à la famille. Tu vois, c'est compliqué. Où est-ce que vous l'avez récupéré? C'est le médecin qui explique. Ah, wow. Nous, on est là en masse. Et après, c'est là où tu te dis... Il s'est pas réveillé, le monsieur? Non, malheureusement, il est décédé.
Putain, et ça peut arriver, donc des crises cardiaques. Tu vois des jeunes qui font des crises cardiaques, Ouais. c'est quelque chose de 60-70 ans. Non, ça peut arriver aussi aux jeunes, ouais. Et décédés. Ouais, Vraiment, décédés. on sait- après, nous, on masse toujours, parce que, en fait, il faut savoir que les pompiers, nous, on n'est pas médecins. En fait, il n'y a que 3 choses où on n'est pas obligé de masser, où la personne, on se dit, elle est décédée. La première, c'est la tête séparée du tronc. Là, tu sais. Normal. Hein. La deuxième, c'est putréfaction, c'est-à-dire le corps en décomposition. Et la troisième, c'est raideur cadavérique. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est mort depuis 2-3 heures, en fait, son membre, tu pourras pas le plier. Donc nous, ce qu'on fait, que ce soit même sur un pendu ou quoi, en fait, la personne, on regarde si elle est raide ou pas. Si elle est Si pas... le coude peut pas, par exemple. Ouais, souvent, moi, je prends le Si bras. vous nous écoutez on en prend le podcast audio, je décris un peu ce que. Ouais. Et en fait, si on se dit c'est raide et tout ça, là, on masse pas. Voilà. Mais dans toutes les autres choses, on est obligé de masser. Imagine le gars, il a des balles même dans le cœur, il a pris des balles dans le cœur, on va être obligé de masser. C'est le médecin, après lui, qui va nous dire, OK, les gars, on arrête. Mais nous, voilà, c'est vraiment que ces 3 choses où nous, on masse pas, mais toutes les autres choses, on masse. C'est marrant, c'est que dans cette émission, on va déclencher de nouvelles phobies. C'est-à-dire que là, toi, il t'est arrivé un truc dans un ascenseur. Alors, dédicace à tous mes amis claustrophobes. Je sais qu'il y en a plein, hein. Vous êtes nombreux à être claustrophobes chez vous, pas aimer prendre l'ascenseur. Il y en a pas mal, hein, des gens qui prennent l'escalier, même quand ils viennent ici à Légende, et qui prennent pas l'ascenseur. J'en vois de plus en plus d'ailleurs. Il t'est déjà arrivé des accidents? Est-ce que ça arrive souvent, les accidents d'ascenseur? Non, c'est pas. Ça arrive souvent que les personnes sont bloquées dans une cabine d'ascenseur. Nous, on intervient pour les sortir. Ça arrive souvent. Non, je parle d'ascenseur qui lâche. Voilà, moi, ça m'est déjà une fois dans ma carrière, mais c'est vraiment rare les accidents d'ascenseur. Après, moi, l'intervention que j'ai faite, elle est vraiment, c'est vraiment choquante. C'est vraiment choquant parce que, en fait, pour expliquer l'histoire, nous, en fait, on part parce qu'il y a 4 techniciens dans une des gaines d'ascenseur. L'ascenseur est tombé sur eux. Donc, on part pour ça. On se dit, putain, on va tomber sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Et tout ça. Et en fait, on arrive et les gens nous disent qu'ils ont entendu un gros bruit. Il y avait 4 techniciens qui étaient dans la gaine d'ascenseur, qui étaient en train de réparer. C'est-à-dire dans la cage d'ascenseur? Dans la cage d'ascenseur. Sans l'ascenseur, en dessous. L'ascenseur était en haut. Ils étaient en train de 4 techniciens et en fait, ils ont entendu un gros boom et depuis, il n'y a pas de nouvelles. Donc nous, on essaye d'ouvrir les portes palières du rez-de-chaussée. Et en fait, impossible parce qu'en fait, l'ascenseur était tombé, ça se met tout en sécurité. Et en fait, nous, on essaie d'avoir déjà une communication avec les gens qu'on voit pas, qui sont à l'intérieur de la gaine d'ascenseur. Donc, il y en a un qui nous parle bien. Et en fait, on lui dit... Tu parles à travers la porte et très bien. Ouais, en fait, on parle à travers la porte. On lui dit, est-ce que vous m'entendez, tout ça. Donc là, on entend une personne qui dit, oui, je vous entends et tout ça. Expliquez-nous, vous êtes combien, vous étiez combien? Donc là, il nous dit, on est 4. On était 4 et tout ça. Et en fait, il y a une autre personne qui parle, mais difficilement. Donc on se dit, déjà... Il y en a 2 qui nous parlent. Voilà. On essaie d'avoir une communication, d'expliquer, de savoir. Pendant ce temps-là, il y a une autre équipe de pompiers qui passe par le haut. Ils essayent de relever l'ascenseur qui est tombé sur eux. Sauf que vu que tout se met en sécurité, c'est compliqué. Il n'y a plus de point fixe pour s'arrimer. Donc voilà, ça prend des heures. Et au bout d'un moment, on trouve une solution. On nous dit, OK, on a trouvé une trappe. En fait, on va vous faire passer un câble qu'il faut passer sous l'ascenseur, nous le remonter, et en fait, on va lever la cabine comme ça. Donc voilà, et là, on essaye de savoir les autres personnes, personne nous répond, et là, en fait, on leur envoie une lampe, on leur envoie une lampe avec la commande pour qu'ils nous fassent passer le câble, et pour nous dire aussi si les autres, ils sont là. Et là, je m'en souviens toute ma vie, on fait descendre la lampe, et là, la personne, elle nous dit direct, oh là, non, ils sont morts, mais avec un froid comme ça, et là, tout le monde, on se dit, c'est choqué, quoi. On dit, quand on va remonter, comment ça va être et tout ça. Donc là, la personne, il faut vraiment qu'elle ait du sang-froid, qui est en bas, qui voit ses collègues qui sont décédés, et elle nous fait passer le câble. Et ensuite, au bout de 2-3 heures, on arrive à monter au fur et à mesure la cabine, on arrive à ouvrir les portes palières, et en fait, on cale au fur et à mesure que la cabine monte, mais c'est vraiment millimètre par millimètre. Et du coup... Et eux, ils étaient bloqués dessous, ils étaient tout en dessous, en fait. Et en fait, on lève la cabine. Et il faut savoir que, moi, je savais pas, mais en fait, il y a une trappe de à peu près 30-40 centimètres. En dessous des ascenseurs, avec des ressorts, non? Avec des ressorts, c'est ça. Donc ils sont sous les ressorts. Ils sont sous les ressorts. Et en fait, ça se lève et tout. Et moi, j'étais en première ligne pour sortir les personnes, quoi. Donc on avait un plan dur. Et au fur et à mesure, je calais.
je calais dès que ça montait. Et là, à un moment, du coup, je commence à voir. Et en fait, voilà, je vois que la personne qui nous parlait, elle est sur le côté avec sa jambe qui est cassée. Et en fait, il y a quelqu'un sous lui qui est décédé. Et lui, il est sur la personne qui est décédée avec sa jambe cassée, qui est sur l'ascenseur. Et en fait, je vois en face de moi, il y a une personne qui est décédée, qui a les contrepoids de l'ascenseur sur lui. Et tu vois, qui est décédé sur le coup. Et sur le côté, je vois la personne qui nous parlait et qui était vraiment tout le haut était vraiment sous l'ascenseur et bon, il était vivant. Il a survécu. Ouais, il a survécu. Donc du coup, nous on a sorti les 2 personnes qui étaient vivantes directement. Bref, moi j'étais au VSAV, donc j'ai transporté la personne qui avait la jambe cassée. Mais là c'est horrible parce que quand tu vois des gens comme ça et en plus, enfin moi je me mets à leur place. Je me dis putain, t'imagines, t'es le gars, tu vois tes collègues décédés, toi t'es passé à ça de la mort. Alors, comment tu vois la vie différemment après. Ah ouais, je me dis t'es choqué à vie. Et après même nous, tu vois, pompiers, quand on voit ça, tu vois, c'est des choses horribles parce que, enfin, tu vois, c'est ouf. Enfin, c'est pour ça qu'il faut mentalement chez les pompiers, c'est ultra important d'avoir du mental parce que, tu vois, on fait des inters comme ça, 2 heures après, même, 10 minutes après, on est reparti sur une autre inter. Donc il faut évacuer. Et en fait, chez les pompiers, on a besoin d'évacuer et nous, on le fait comment ? À la caserne, dès qu'on vient, on fait un petit débrief, on est tous à la machine à café et on en parle sur toutes les inters. Ça, c'est important d'en parler et comme ça, t'évacues un petit peu. Et après, nous, on peut avoir aussi des psys, on peut faire des demandes de psy. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important. Toi, t'es pas allé voir un psy de temps en temps non. Bah, moi, non, ça va, mais après, en fait, moi, j'ai toujours ces images de toutes les morts violentes, toutes les choses que j'ai fait. On a toujours cette image dans la tête. Après, moi, j'ai pas besoin. C'est pour ça que je pense qu'on fait du sport, qu'on se vide la tête. Mais ouais, après, ça fait partie du métier, quoi. Vous avez des canulars, parfois, qui vous font perdre du temps. Il y en a qui déclarent un truc, ça vous fait déplacer pour rien. Ouais, ça arrive souvent aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. On part, doigt coupé. On se dit, ah ouais, on se dépêche. On arrive, la personne elle nous attend. Elle est comme ça. Je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, je me suis coupé avec une feuille de papier. Tu vois, je te crois pas, je te crois tu vois la coupure d'une feuille de papier. Ouais. Tout petit truc, il n'y a rien. C'est pas agréable, mais tu vas pas appeler pour ça. Ouais. Et du coup, il me montre ça. Non, mais je dis, monsieur, vous nous avez appelé pas pour ça. Bah si, regardez là, je crois que ça saigne un tout petit peu. Non, mais je dis, monsieur, vous avez rien. Pas. Je dis, et monsieur, vous avez rien, tout ça. Non, on peut pas vous amener à l'hôpital. Et là, vous avez rien. Ah, bah, je pensais que vous allez m'amener parce que. Non, mais je dis, monsieur, là. C'est des gens âgés qui t'appellent ? Non, c'était un jeune, je me rappelle, 30 ans. Et après, on est obligé de lui faire la sonde morale que, imaginez, monsieur, là, il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. On est avec vous et on va mettre du temps à venir. Et c'est déjà arrivé plein de fois, des gens qui déménagent, qui appellent les pompiers pour dire ouais, on a besoin d'aide, vous êtes costaud pour nous aider à déménager. Moi, j'ai déjà fait quelqu'un qui avait une télécommande de tomber. Je te crois. Non. Quoi ? Qui avait sa télécommande qui était tombée, il a appelé les pompiers pour qu'on lui redonne la télécommande. Mais j'espère que tu lui mets une grande. Non, mais nous on est genre. Grande leçon de morale. Non, bah oui, mais moi je suis arrivé, je dis monsieur. Non, mais déjà, je comprenais pas. Non, mais c'est du foutage de gueule là. Ouais, je te jure. Non, mais moi c'est du véridique. Hein. Attends, ils t'appellent pour ramasser la télécommande ? Ah. Ils appellent les pompiers ? Ah ouais, c'est déjà. Mais c'est qui fait ça ? Bah, des gens. Tu dis monsieur, monsieur là, vous pouvez me donner la télécommande ? Ah, mais parce qu'il a un problème physique, peut-être. Non, c'est juste qu'il était un peu âgé, mais je veux dire, il pouvait prendre la télécommande. Donc, du coup, je lui prends la télécommande, je lui donne. Je dis, monsieur, pourquoi vous nous avez appelé ? Bah, parce que la télécommande. Non, mais là, forcément, t'es obligé de faire la rassemblement. Je dis, monsieur, vous comprenez bien que, il y a des gens qui ont besoin de nous. Là, on est avec vous, mais imaginez, il y a un arrêt cardiaque. Enfin, tu vois, t'es obligé de faire la sonde morale. Et la personne, limite, elle s'en fout, quoi. Tu vois, c'est ça qu'il y a encore à dire. Franchement, désolé, mais... Non, au revoir. Ciao. Il y en a qui t'appellent parfois, juste, qui ont déjà fait venir les pompiers pour juste discuter, parce qu'ils sont seuls. Ouais, un peu plus triste, quoi. Mais... Ça arrive. Après, tu vois, ça, c'est vraiment les pompiers qui prennent les appels. C'est eux qui trient vraiment. Et eux, ils font vraiment un gros tri. Par exemple, le déménagement que je te dis, ça, c'est nous, on n'est pas intervenus. C'est les pompiers qui reçoivent des appels comme ça, des collègues à moi. Ils disent, putain, il y a un mec qui nous a appelé parce qu'il voulait qu'on aide à déménager. Il a un escalier et il veut qu'on monte. Enfin, tu vois, et eux, ils reçoivent. Il y en a qu'on peut rien, déjà. Quoi. Tu vois, eux, ils trient. Alors, t'imagines, c'est ça où je me dis, putain, c'est incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte
tu vois, du métier qu'on fait, quoi. Et d'ailleurs, vous donnez pas, il n'y a pas une sanction quand tu déranges les pompiers pour rien? Est-ce qu'il y a une amende? Non, il n'y a pas d'amende. Vous pouvez pas demander à la police quand vous vous faites déplacer pour un canular ou une connerie, non? Non. On va faire rentrer dans un instant Grace, elle s'appelle Grace. Elle a survécu à un incendie. Malheureusement, elle était amputée des 2 jambes. Elle va nous raconter, parce que tu nous as raconté tout à l'heure, mais on n'imagine pas ce que c'est qu'un feu d'immeuble, d'appartement. Elle va nous raconter ça dans un instant. J'avais juste, toi, tu interviens sur les suicides, tu interviens sur plein de choses. Quand est-ce que tu interviens sur des choses joyeuses? Jamais. Non, mais est-ce que par exemple, des accouchements. Les accouchements, j'allais dire. Mais après, les accouchements, c'est un peu technique au début. C'est joyeux après. Joyeux. C'est joyeux quand tout se passe bien et que tu as fait ton travail. Tu te dis, c'est bon. Mais au début, moi, j'en ai fait 8 accouchements, dont un en plein hiver, en plein milieu de la rue. Je sais pas ce qu'elle faisait en plein milieu de la rue. Elle a accouché. Nous, on arrive. Je te dis, plein hiver, il faisait -10. Et toi, t'arrives, tu vois, faut faire l'accouchement en plein milieu de la rue. Et puis voilà, faut protéger pas tout ce qui est hypothermie, tout ça, faut vraiment faire attention. Un bébé qui sort en plus, il est. Donc, tu vois, c'est technique. Donc là, tu vois, pareil, l'accouchement où tu vois le cordon qui est autour du cou. Là, là, tu prends un pouls pendant 10 secondes. Après, ça va. Nous, on a la technique, on essaie de l'enlever, on l'enlève. Mais je veux dire, pendant 5 secondes. Toi, tu sais accoucher? Bah oui, on a des cours, on a des petites choses comme ça. Ouais. Après, à chaque fois, moi, ça s'est bien passé, tant mieux. Mais ouais, du coup. C'est incroyable. Ouais. Donc t'as quand même des moments un peu sympas. Surtout après, quoi. Après, quand on a fait l'accouchement, là, on est posé. Il y a le SAMU qui est là aussi, qui prend en charge avec le médecin. Nous, on a fait notre taf et c'est cool, quoi. T'as déjà eu des jeux sexuels qui tournent un peu mal et qui finalement t'arrivent, des gens qui se rentrent des objets, j'imagine que ça doit arriver souvent. Parfois, on voit sur les réseaux des radios d'hôpitaux et il s'est rentré une haltère ou une bouteille d'oranginage, j'en sais rien, des trucs... C'est ça. Moi, ça m'est arrivé 3 fois, dont une vraiment chaud, quoi. En fait, on intervient parce que on arrive, personne blessée, tout ça, on sait pas sur quoi on intervient. Et on arrive, et là, la personne nous dit vite, il est allongé, plus loin dans le lit. Là, je rentre, et je vois dans l'appartement, je vois des gouttes de 30 cm, des trucs. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Après, nous, on dit rien. Pompier, Tu fais comme si de rien n'était quand tu vois ça, ouais. On dit rien, on n'a pas de jugement, on n'est pas de... Mais dans ta tête, tu dis, ah ouais. Et en fait, on arrive, la personne est allongée, et elle nous dit, ouais, il faut que je vous explique et tout ça. Elle dit, monsieur, on est là pour ça, vous inquiétez pas, on peut tout entendre, on est là pour vous aider, il faut tout nous dire et tout ça. Donc la personne dit, en fait, mon copain était en train de me fitter. Et en fait, quand il a ressorti sa main, il y a 20 cm d'intestin qui est sorti en même temps. Et du coup... c'est mettre toute la main dans l'anus. Qui pratiquent pas, c'est dans l'anus, et après, eux, ils font ça, ils kiffent, et puis... C'était 2 garçons? Ouais, 2 garçons. Et en fait, moi, je vois ça, et je dis, ouais, monsieur, il faut qu'on regarde, parce que ça peut être hémorragie interne, il y a plein de choses. Et en fait, je regarde, et je vois qu'il y a vraiment l'intestin qui sort, qui fait une boucle et qui rentre comme ça. Il y a 20 cm, tu vois. Et là, je regarde. Donc, je savais même pas que l'intestin pouvait sortir de non plus, je savais pas, mais. Et du coup, nous, on regarde si ça peut être une hémorragie interne. Enfin, voilà, on regarde. Tu l'envoies à l'hosto, là, non? On va vite après l'amener à l'hosto, mais déjà, il faut savoir s'il y a des risques. Donc, nous, on prend un pansement américain, on met sur l'anus. Là, on dit, monsieur, là, on va vite. Il y avait pas trop de sang. Mais là, on va vite aller à l'hôpital parce que là, c'est grave, ça peut être grave. On peut mourir, quand l'hémorragie interne et tout ça. Donc, on va à l'hôpital, forcément, on l'assoit pas. On l'allonge sur le brancard. Et en fait, après, j'essaie de comprendre. Moi, je me dis, mais pourquoi vous faites ça et tout ça? Et là, il me dit, on prend des produits pour endormir les chevaux. Comme ça, on va encore plus loin et tout ça. Je dis, les gars, vous êtes des oufs. Vous vous rendez compte que là... Il prend des produits, c'est-à-dire lui ou... Ouais, le gars qui se fait fitter, après, c'est ce qu'il m'a expliqué, qui prenait des produits pour endormir les chevaux. Comme ça, ils vont encore plus loin. Et leur jeu, c'était ça, d'aller le plus loin possible. Et là, je leur dis que c'est grave, quoi. Donc là, du coup, on a été à l'hôpital. Après, il s'en est sorti, mais... Sur le coup, tu fais pas le malin, mais après, quand tu y penses, tu te dis, les gars, c'est des ouf. C'est récurrent qu'il y ait des problèmes dans les relations sexuelles? Enfin, qu'il y ait des blessés, avec plein d'autres styles d'ailleurs. Est-ce que on peut se casser le sexe? Ça, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait le sexe, mais j'ai déjà fait des femmes qui, je pense que le gars était un peu trop violent, et ça a vraiment ouvert un peu plus, quoi.
T'as eu un accouchement aussi, on parlait des accouchements avant, faire rentrer Grace. T'as eu un bébé qui est tombé dans les toilettes. Ouais, mais enfin, c'était... En fait, c'est une intervention qui est vraiment choquante. Pourquoi ? Parce que... Enfin, je vais t'expliquer l'histoire, mais en fait, nous, on intervient, personne blessée, comme à chaque fois. On arrive, c'était minuit. Et en fait, on arrive, on va pour toquer, et on voit que la porte est un peu ouverte, et il y a une personne qui dit « Oui, les pompiers, venez vite » et tout ça. Et en fait, on rentre dans l'appartement, on voit qu'il n'y a pas de lumière. On essaie d'allumer la lumière, pas de lumière. On voit que tout est cassé dans l'appartement. Et en fait, la personne, elle me dit « Ouais, je suis au fond ». En fait, on arrive, et on voit au fond, la personne est sur les toilettes et je vois qu'il y a quelque chose un peu entre les jambes. Tu vois, je vois je vois un truc bizarre. Je dis madame, ça va? Et là, elle pleure. Non, elle pleure. Elle me dit non, ça va pas. Et j'ouvre ses jambes, je regarde. Là, je te jure, pendant 5 secondes, j'étais bloqué. Je vois un bébé qui était la tête dans les toilettes et avec le cordon et tout ça qui sortait. Elle a accouché. La meuf, elle a paniqué. Mais après, je t'ai expliqué, ouais. Et du coup, on voit ça. Et en fait, tout de suite, on prend en charge le bébé, quoi. Donc, on clampe, on clampe, c'est on coupe le cordon. En fait, on appelle ça clamper. Ouais, on clampe pour prendre le bébé et après faire un massage cardiaque. Enfin, regarder s'il est réactif et tout ça. Et après, nous, on entame le massage cardiaque avec nos collègues. Et le chef, lui, va avec la femme pour savoir, pour expliquer, pour un peu comprendre tout ça. Et là, c'est parce que là, en plus, t'as pas de lumière. C'est pas comme en manœuvre et tout ça. Donc là, t'as avec ton téléphone portable, tu mets la lumière, t'es en train de masser le petit. Tu sais, enfin, là, par contre, c'est choquant. Parce que le petit tu vois, il vient de naître. Quand tu masses quelqu'un comme ça, c'est compliqué, tu vois. Donc toi, après, t'es formaté sur le truc. En fait, quand tu fais l'inter, t'es focalisé sur l'intervention. T'as pas trop d'émotion parce que tu dis, putain, il faut que je fasse les bons gestes. C'est technique. C'est la vie du petit qui est entre tes mains. Donc, malheureusement, t'as pas d'émotions qui y viennent. T'es là, t'es focalisé sur le truc. On est en train de masser le petit et le chef, lui, il est en train de voir avec la mère, d'essayer de la calmer, de comprendre, voilà. Et en fait, elle nous explique que, il s'embrouille avec son mari. Elle est enceinte, il s'embrouille avec son mari. Son mari, il a tout pété dans l'appartement. Il est parti. Elle stressée, était paniquée. Elle a envie d'aller aux toilettes. Elle a poussé. Et en fait, quand elle a poussé, elle a senti le petit qui sortait. Et là, elle savait pas quoi faire. Elle était paniquée et tout ça. Elle nous a appelé. Oh non, mais nous, on il arrive a là-dedans. le petit garçon. Après, en fait, il y a un SAMU pédiatrique qui est venu, qui a pris en charge le petit. Après, nous, on n'a pas su, je t'avoue, on n'a pas su après, mais... Il est tombé la tête dans l'eau. Ah ouais. Tu sais, il n'y a pas trop d'eau, quoi. Donc, il avait la tête, oui. Tu vois, un peu sur le rebord, avec les pieds qui sortaient. Mais moi, je me rappelle, je vois ça, je dis, mais non, enfin, tu vois. Toi, tu vois vraiment aussi toute la misère. Ah ouais, mais moi, je vois, moi, et les pompiers, je parle vraiment. Oui, bien sûr. Mais nous, on est confrontés à la misère sociale, on est confrontés à tout. Que ce soit le mec qui veut suicider, le mec qui peut tuer des gens. Enfin, j'ai déjà intervenu sur une personne qui poignardait des policiers, des choses comme ça. Enfin, tu interviens sur tout, quoi. C'est pour ça que nous, on a la vision du monde, de la vie. C'est pas la même que tout le monde, tu vois ce que je veux dire? On se prend moins la tête, tu vois, les pompiers, on se prend moins la tête sur plein de choses et tu vois, c'est pour ça, je pense qu'on est comme ça, quoi. Pour tous les parents qui regardent, si vous nous écoutez, c'est quoi l'intervention qui est la plus courante chez les enfants que vous faites, vous les pompiers? Ouais, c'est on peut faire attention. Mais moi, ça m'est déjà arrivé en plus quand j'étais chez moi. Un petit qui s'étouffe. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important. Moi, je vous dis, formez-vous, gestes de premier secours, ça, c'est des choses importantes. Ouais. Pour moi, ça devrait être à l'école. Pourquoi ils le font pas à l'école? Parce que ça, c'est des gestes qui, tu vois, ça peut arriver tout le temps. Regarde, moi, imagine, je te dis, je m'étouffe, j'ai plus de... Moi, j'ai fait la formation. Qu'est-ce que tu fais? Je viens derrière toi. Déjà, je te tape très fort dans le dos, puis après, je te mets le poing dans le ventre et je remonte plusieurs fois. Mais j'ai fait parce que quand j'ai un enfant, j'ai voulu savoir le faire. J'ai des tomates cerises, des trucs comme ça. Mais je comprends pas pourquoi à l'école, ils donnent pas une demi-journée par an de formation. Même dans les entreprises. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à l'école sauraient sauver quelqu'un. T'es dans le métro, t'es dans le bus, tu vois quelqu'un, une dame qui arrive, hop, tu vas l'aider, quoi. Au restaurant, tu vas aider quelqu'un. Je sais pas pourquoi on le fait pas. Je me suis toujours posé la question. C'est clair. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. J'étais chez moi, je jouais à la Play. Il y avait mon ex qui avait 2 enfants et j'étais en train de jouer et je l'entends qui dit qui crie. En fait, je me retourne et je vois le petit comme ça et j'avais vu qu'il mangeait des mentos, des trucs comme ça. Et je vois comme ça. Du coup, mon pompier, on est trompé. Attends, t'étais où?
J'étais chez moi, je jouais à la Play chez moi. Et du coup, je vois ça. Donc, je pose la manette de Play, j'arrive, et en fait, nous, tu t'énerves pas? Je regarde si je peux voir, non. Tac, je mets 2-3 bonnes claques dans le dos. Par contre, faut taper fort, hein, faut taper fort. Ouais, faut taper, faut se dire qu'il faut que ça sorte. Sinon, il meurt, hein. C'est ça. Donc, je fais 2-3 bonnes claques dans le dos, et là, pouf, je vois le bonbon qui sort, tu vois. Le petit qui pleure et tout ça. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut savoir les gestes, et ça peut être important, tu vois. Résultat, ça m'est arrivé, tu vois, pas en tant que pompier, chez moi, tranquille. Le mentos, c'est pas... Non, mais après, il peut arriver plein de choses. J'ai fait un mec, il avait mangé un bout de steak, il avait pas mâché. On l'a sorti après avec... Pourquoi il a pas mâché? Je sais pas, nous, on a intervenu, en fait, on l'a massé, on intervient parce que, voilà, il est en arrêt cardiaque, on intervient, on le masse. Et en fait, il y a le médecin du SAMU, eux, ils font ils font toute leur... pour mettre tout le truc. Et en fait, ils ont une pince de magie, on appelle ça, une pince pour aller chercher les trucs. Et en fait, ils sortent, et je me rappelle, il y a un bout de steak comme ça. C'est une saucisse, quoi. Non, mais le gars, il est mort. Il est décédé? Ouais, il est décédé. Ouais. Il est mort parce que le gars, il a bouffé un truc comme ça, un truc de steak, il a pas mâché et ça s'est bloqué. Et puis après, nous, le temps d'arriver, en plus, c'était loin, donc... Il suffit qu'il rigole. Il faut pas trop rire quand tu manges. Tu sais, quand t'as la bouche pleine et que t'es là en train de rigoler, parce que le truc peut... Surtout un enfant, faut pas trop le faire rire quand il mange. Bah, surtout quand il mange un truc, faut pas le prendre, le secouer et tout, parce que là, ça... Il faut pas manger en marchant non plus. C'est-à-dire que les enfants, quand ils commencent à sautiller autour de la table, faut leur dire, tu t'assois, tu manges, après tu joues. Parce que c'est là où ça peut se passer, quoi. Putain, ah oui, donc... Et après, sinon, tu appuies sur le ventre très fort. En fait, les gestes, c'est déjà, je regarde si je peux le retirer avec les doigts. Ensuite, si je peux pas, je le penche en avant. Je fais 1 à 5 claques dans le dos. Avec la paume de la main, quoi. Avec la paume de la main, vraiment entre les omoplates. L'idée, c'est de faire de la toux. C'est que ça tousse. Et ensuite, je regarde encore dans la bouche si je peux le sortir. Si je peux pas le sortir, là, je me mets derrière. Et en fait, je fais un effet piston. L'idée, c'est d'appuyer, tu vois, pour que... En dessous des côtes, pour remonter. Ouais, pour, en fait, tout l'air qui est dans les poumons, enfin, tout ça, ça fait un effet piston et que ça ressort. Voilà. Est-ce que tu as des... Alors ça, c'est important pour les parents, pour terminer ce sujet, mais est-ce que parfois tu as des doigts dans les portes? Ça, c'est l'angoisse de tous les parents, portière de voiture, mais aussi porte à la maison. Donc, il y a du côté où il y a la poignée de porte, mais du côté où il y a les gonds aussi, tu peux te coincer. On se rend pas compte, mais tu peux perdre des doigts, non? C'est ça. Moi, j'ai déjà fait une intervention comme ça. C'était dans une école primaire. En fait, on intervient parce qu'il y a un doigt coupé. Nous, on s'attend à un petit doigt, enfin, pas grand-chose. Et en fait, on arrive et on voit la petite qui a un pansement sur le doigt, qui est en train de, même pas de pleurer, qui là, nous attend. Là, du coup, nous, on regarde. Et là, je vois que le doigt est coupé vraiment à la première phalange, quoi. Net. Et en fait, je regarde et on récupère le doigt, le bout de doigt aussi. On le récupère parce que on le met dans de la glace pour savoir s'il y a une greffe. On récupère tout ça. Et du coup, je suis avec la petite, donc je regarde, je désinfecte, je fais son pansement. Et je vois la petite, tu sais, je dis regarde pas ton doigt forcément, mais je vois, elle pleure pas, elle est là, tranquille. Dans ma tête, je me dis, wow, moi j'ai ça. Moi, je suis en PLS. J'ai eu paniqué, tu vois. Et je vois la petite, forcément, elle a pas vu son, elle est plus d'index. Doigt. Elle est coupée vraiment là, quoi. Tu vois. Avec une porte. Ouais, avec une porte. Donc, en fait, elle était à l'école primaire, elle a mis son doigt dans la porte, l'autre, il a fermé. Ben voilà, c'est souvent, il y en a un autre et là, qui ferme. Ça a coupé net. Et ouais, je me dis, putain. Ou des frères et sœurs, quand il y en a un qui claque la porte, il veut pas qu'il rentre dans la chambre, il est dans sa chambre, il claque la porte, il y a sa sœur qui met le doigt. C'est un truc de ouf. Ça, quand c'est coupé net, c'est, tu vois, déjà, ça saigne pas et... Ouais. Est-ce que j'ai noté, mais il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous le coup de ses parents en France. C'est énorme, hein, ou de ses beaux-parents, ou parents. Plus de 50 000 enfants qui sont victimes de maltraitance en France. Est-ce que t'es déjà arrivé, toi, en tant que pompier, c'est pas ton rôle, mais de te dire, tiens, il y a un truc louche, je vais quand même prévenir la police. Est-ce que vous le faites, les pompiers, quand tu dis, tiens, là, c'est pas normal qu'il saigne à cet endroit-là, on peut, sur des trucs, il faut les prévenir, quoi. Ça, on peut. Après, moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est pas arrivé, pardon. Mais ça, on peut. Par contre, si on sent la détresse et tout ça, même que ça soit n'importe qui, mais surtout les petits, bien sûr. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est on essaie de comprendre, de parler un peu à la famille, de parler aux petits. Et après, nous, on va amener à l'hôpital. Et là, enfin, surtout à l'hôpital, eux qui vont... Voilà, il y a la police, c'est eux qui vont essayer de chercher. Il y a des psys, il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour ça. Et c'est comme des gens lambda qui sont pas bien, qui nous appellent, qui veulent se suicider. Eh ben nous, on est là pour parler avec, pour discuter, et ensuite on va les amener à l'hôpital pour qu'ils voient un psy, qui puisse parler. Donc on est là vraiment pour les aider. T'as déjà eu ça? Ouais. T'as sauvé des mecs du suicide qui voulaient sauter d'un pont où tu vas discuter avec? Ouais. Ça t'est arrivé, ça? Ouais, ça s'est arrivé, mais après, franchement, nous en tant que pompiers, souvent les gens, s'ils veulent se suicider, ils sautent.
Tu vois ce que je veux dire? Nous, on arrive, souvent, les gens, ils veulent se sauter, ils sont là, et on est là vraiment pour les écouter, essayer de les dissuader. Et après, souvent, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé ils ont sauté à chaque fois, on les a dissuadés, et après, voilà, soit ils reviennent d'eux-mêmes, ou soit on divertit un petit peu, et en fait, on les attrape pour pas qu'ils sautent, quoi. Pendant qu'il regarde ton collègue, tu l'attrapes le bras. Ouais, c'est ça. En fait, on essaye si on voit que la personne, elle est vraiment déterminée et tout ça, qu'elle reviendra pas derrière la barrière, mais là, on essaye de trouver un stratagème en disant, de lui parler, tu vois, détourner son attention. Et en fait, il y a un collègue derrière, tu vois, qui essaye de le choper, et puis après, voilà, on est tous dessus, et puis on le sort, quoi. T'as une petite dernière histoire, mais t'as eu un homme qui vivait comme en 1900. Tu arrives sur une intervention, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive, j'allais pas dire souvent, mais je pense que je dois en faire 3-4 fois par an, tu vois. T'arrives, c'est vraiment la campagne, quoi. T'arrives, il y a encore les poules sur la table, t'as de la terre battue au sol. Et ouais, même, tu vois, quand tu fais les calendriers, tu rentres chez les gens, chez les gens, ils t'invitent, vous voulez boire un coup? Tu vois les verres, il y a ça de crasse dessus. Non, mais c'est la réalité, hein. Tu vois, il y a les poules sur la table, tu te dis, oh là là, je vais pas. T'as vu des maisons vraiment sans télé, sans. Ah ouais, il y a la télé, je te dis, c'est terre battue, t'as le pot de chambre. Non. Si. Il n'y a pas de toilette? Non, il n'y a pas de toilette, c'est le pot de chambre. Toi, t'arrives, vous voulez boire un coup? Non, madame, je suis désolé, on va pas boire de coup, on va y aller. Donc ça, c'est les calendriers. Mais après, sur intervention, ça a déjà arrivé où, tu vois, on intervient sur des gens qui nous disent, voilà, la personne âgée, elle est tombée, ça fait 2 jours. Et en fait, dès qu'on arrive, elle nous dit, rentrez pas. Mais pourquoi rentrez pas? Ouais, prenez des masques, prenez des gants, parce que là, c'est vraiment insalubre chez lui, personne rentre. Il veut que personne rentre, même il y a des repas à domicile qui viennent le servir. Et en fait, il pose la barquette devant et il part. Et en fait, nous, on intervient parce que forcément, la personne, elle est tombée, il faut qu'on vienne en aide. Et là, je me rappelle, on rentre dans la maison, et là, franchement, comme en 1940, il y a, je te dis, terre battue. Je vois sur la table, il y a de la bouffe encore. Il y a un steak qui a fait au moins 3 jours qu'il est à l'air libre comme ça. Je me dis, ouais, putain, dans quoi je vais arriver? Tu vois, je vois, il y a le vieux poêle avec le bois, du bois un peu partout. Je continue à rentrer, et en fait, déjà, l'odeur, laisse tomber l'odeur. Et là, je rentre dans la chambre, et la chambre, en fait, je vois qu'il y a le pot de chambre. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pot de chambre, c'est vraiment un pot pour faire pipi caca. C'est un seau, et la personne a fait ses besoins dedans, comme avant, quoi. Et je vois, il y a le pot de chambre, il y a le lit, il y a un peu des excréments dessus. C'était avant l'eau courante, c'était à l'époque de Louis XIV. C'est clair. Le pot de chambre, c'est pas et je vois que la personne, elle est allongée, vraiment dans ses excréments. Il y a le pot de chambre qui est à moitié sur lui. Je me dis, comment on va le sortir? L'odeur, moi, je te dis, je t'en parle même pas. Il y a même un collègue, quand il dit, non, je peux pas. Non, mais je dis, mec, t'as pas le choix. Je crois que moi, ça me fait plaisir. Mais c'est là où tu te dis, le métier de pompier, on est là pour les gens. Hein. Tu vois, donc, je lui dis, on n'a pas le choix, il faut qu'on le sorte. Et puis après, voilà, on met tout ça. Donc, tu vois, c'était compliqué. Il y avait tout le lit, le bordel dans la maison, l'odeur. Donc là, tu vois, tu prends les gants, tu t'essaies de l'envelopper dans des draps. La personne, tu la sors. Et puis après, tu vois, on la sort. Il était décédé? Non, il était vivant. Ça fait juste 2 jours qu'il était tombé. Bon. Et tu vois, c'était une personne âgée. Et du coup, tu vois, on l'a mis dans l'ambulance. Après, on l'a amené aux urgences. Après, eux, ils font tout ce qui est toilette. Mais, enfin, tu vois. T'as un truc pour l'odeur, une technique? Est-ce que tu te fous un truc dans le nez Non, il y en a, ils ont le Vicks, là. Tu vois. Ouais. Il y en a, ils ont ça dans leur pour les rhumes, là. Ouais, c'est ça. Ils mettent vraiment là. Moi, je mets rien, tu vois. Je mets rien. Après, c'est vrai que des fois. Tu vas brut, quoi. Je me dis, de toute façon, on n'a pas le choix. En vrai, on peut pas dire à la personne, non, vous êtes fait caca dessus, je peux pas, tu vois. Non, on est là pour. Non, mais tu peux avoir une pince, c'est comme la natation, au moins pour boucher le nez, en vrai. Je me dis, vas-y, il faut y aller. Ça dure 5 minutes max. Après, par contre, tes affaires, t'es obligé de tout mettre dans la machine. Ah ouais, pendant tout le temps, ça sent. Après, il y a des gens, ça fait longtemps, par exemple, qui sont décédés. Et là, par contre, pour y aller, des fois, t'es obligé carrément de mettre l'aérie, donc la bouteille d'air. Tellement, tu peux pas rentrer dedans, quoi. Oh. Ah ouais. T'as eu une personne qui était décédée, depuis 1 an, je crois. 1 an, ouais. Après 1 an, ça sent plus. Ah bon? Ah non, le pire, c'est 1 mois jusqu'à 2-3 mois. Après, ça sèche. Ça sent. Et après, ça sèche, tu vois. Moi, 1 an, la personne était décédée depuis 1 an, donc on a ouvert la porte. Et en fait, je voyais que c'était un peu tout en bordel. Et là, je vois un genre de squelette au sol. Et en fait, il faut savoir que les mouches, elles pondent
elles pondent des œufs. C'est pour ça qu'on a des larves à un moment. Mais en fait, les larves, elles mangent tout ce qui est à l'intérieur. En fait, elles bouffent toutes les cellules et tout ça. Et en fait, ça faisait comme si c'était une bâche transparente qu'il y avait sur le squelette. Donc ça, c'est la peau qui reste, quoi. Et ouais, tu vois, je vois ça. Et là, on se dit, nous, comment les voisins, c'était dans un immeuble, comment les voisins n'ont pas sont senti. Pas inquiétés. Ouais. Déjà, ils ne sont pas inquiétés. Et après, ils n'ont pas senti. Tu vois, c'est là où tu vois la détresse sociale des gens. Parce que, enfin, tu vois, sur Paris, les gens ne connaissent même pas leurs voisins et tout, ils ne s'inquiètent pas. Et tu vois, je me dis, putain, c'est ouf, quoi. T'as déjà eu une personne, tu le disais, qui était un peu possédée. Est-ce que tu peux raconter cette histoire en tant que pompier? C'était à Paris, ça, ou c'était C'était à Paris. C'était à Paris. Ouais, c'était à Paris. Après, c'est là les corsaires. Possédés, nous, on n'a Oui, pas là, le truc, mais ouais, ouf. En fait, on intervient parce que la police, il est 3h du matin, elle nous appelle parce que il y avait des gens, il y avait une personne qui jetait tout par la fenêtre. Genre des casseroles, des trucs. D'un immeuble de 3, je me rappelle, c'était au 3e étage. C'était pas une engueulade de couple, non? Bah, on savait pas. Donc la police, eux, ils interviennent, ils étaient peut-être une engueulade, ils interviennent, ils toquent, personne répond, et ça continue à acheter des trucs. Donc eux, ils disent, on va appeler les pompiers, eux, ils vont passer par l'étage du dessus, ils vont descendre et ils vont nous ouvrir la porte. Donc nous voilà arrivés, moi j'arrive, je te dis, je vois par la fenêtre, je vois des trucs qui partent, qui jettent, je me dis, ouais, mais je suis arrivé où? Donc on retoque, ça ouvre pas. Donc du coup, je monte à l'étage du dessus. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On met un lot de sauvetage. Je commence à descendre. Rappel. Ouais, ce genre de rappel, quoi. Je commence à descendre. Et par le vertige, putain. Je vois que ça jette des trucs encore. Je suis là comme ça avec ma lampe et tout. Je me dis, putain, donc je descends. Mais t'as pas peur quand t'arrives là? Tu sais pas sur qui tu tombes. Ouais, mais tu sais, t'es tellement focus sur le truc. Donc moi, je continue. Et une fois que j'arrive vers la fenêtre, là, plus personne. Il y a plus personne. Je vois rien. C'est dans le noir. Je vois juste la fenêtre qui est ouverte. Et là, je vois que ça jette plus rien. Donc voilà, je commence à arriver vers la fenêtre. Et là, je mets ma lampe pour regarder où je vais rentrer, tu vois. Et là, je vois une dame âgée. Je te dis, je me rappelle, j'ai encore l'image, tu vois, avec les cheveux noirs, les grands cheveux noirs comme ça. En tout avant, un peu ouais. maigre là, tu sais, maigre, en mode jupe bizarre. Et là, j'ouvre ça, et là, je la vois comme ça. Et là, elle me regarde comme ça. Et elle fait comme ça. Elle prend un truc, je vois qu'elle prend un truc entre ses jambes, et elle me le jette. Et je vois, ça tape sur moi comme ça, et ça tombe. Et là, je dis, madame et tout, laissez-moi. Et là, je vois qu'elle continue à acheter des trucs, du coup. Alors, donc moi, j'essaie vite fait de les rattraper. Tu vois, il est 3h du mat, je suis au bout de la corde, au 3e étage. Je suis en train de rattraper ça. Je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais là? Et après, évidemment, ça me saoule. Je dis, je peux pas tout rattraper. Et du coup, je décide de rentrer. Dès que je commence à rentrer, là, la personne, elle se barre en courant dans son appart. Là, je me dis, ouais, je vais tomber sur quoi? Imagine, elle est partie chercher une arme. Ah ouais, tu sais pas. Imagine, il y a un chien, il arrive, il t'attaque. C'est chaud de rentrer chez quelqu'un qui est un peu fou comme ça. Du coup, tu vois, je suis avec ma lampe, on a un OFD, tu sais, c'est un petit genre de tomahawk pour casser les vitres. Une petite hache, là. Ouais, une petite hache, tu vois. Attends, et t'as jeté quoi, tu dis, au début, là? Après, je vais t'expliquer ce que c'était, parce que... du coup, je suis avec ma hache, et là, j'arrive, et je vais vite ouvrir. Je vais pas du côté, parce qu'elle est partie à droite. Je vais pas du côté à droite. Je me dis, la porte, elle est à gauche. Donc, je vais à gauche, j'ouvre la porte aux policiers. Ah oui, oui. Et en fait, eux, ils interviennent. Je dis, ouais, elle est là, elle est à droite, là. Je dis, les gars, faites gaffe, je sais pas ce qu'elle a. Donc, en fait, on arrive, les policiers arrivent, et la fille, elle est comme ça, sur son lit, comme ça. Et là, vraiment, comme dans les films, elle dit, allez, baisez-moi. Elle dit vraiment, allez-y, baisez-moi et tout. Et là, allez-y. Donc, elle dit ça aux policiers et tout. Les policiers, ah non. Du coup, non, ils disent, non, mais, allez. Et du coup, ils la tournent, menottes et tout ça. Et après, je sais pas, ils l'embarquent et je sais pas ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais là, je me dis, ouais, sketch. Et du coup, le chef, il me dit, mais j'ai vu qu'elle t'a acheté un truc. Qu'est-ce qu'elle t'a acheté? Non, mais je dis, mec, tu vas jamais me croire. Elle dit, elle a pris son tampax, son tampon. Elle me l'a acheté. Et du coup, j'avais une trace de sang, là, sur mon épaule. Non, mais c'est un sketch, tu vois. Ah oui, tu vois quand même des trucs. Après, là, tu rigoles, hein. Là, moi, tu vois, je te raconte le truc, je rigole. Après, sur le coup, t'es tellement faire attention, focus, parce que, tu sais, il y a des psys, il y a des gens, ils sont schizos. Et ça, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens, plein de mecs de pompiers qui risquent leur vie pour ça, tu vois. Ils sont déjà fait poignarder. Et c'est pour ça que moi, quand je fais mon truc, là, j'en rigole, c'est marrant. Mais quand je rentre et tout, je suis concentré et je fais vraiment gaffe à tout, tu vois. Pareil, dès qu'on intervient, nous, qu'on voit un couteau, un truc sur la table, on a la vision du couteau, même si la personne est gentille. On essaie toujours de le cacher. Et tu vois, on est vraiment vigilant sur tout, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de
on parlait de suicide, et tu as sauvé des gens là aussi, tu as réussi à éviter à des gens de sauter d'un pont, etc. Machin. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé où tu as échoué, où quelqu'un s'est suicidé devant toi ou En fait, nous on intervient parce qu'il y a des policiers qui se sont fait poignarder par une personne. En fait, les policiers nous expliquent qu'ils étaient en patrouille dans la rue. En fait, ils croisent une personne et la personne, à un moment, elle se retourne et elle les poignarde dans la rue. Donc nous, on intervient pour les policiers qui viennent de se faire poignarder. Après, c'est des poignards, ils ont pas touché des organes vitaux, tu vois. Donc ouais, c'est mollets, dos, mais voilà. Donc nous, on traite les policiers, on les amène à l'hôpital, on revient à la caserne et ensuite on est appelé même adresse. On se dit putain, pourquoi on est appelé même adresse? On arrive, en fait, les policiers, ils ont trouvé la personne qui a poignardé les policiers, sauf qu'elle est retranchée chez elle. Et en fait, ils nous disent que si on ouvre la porte, la personne va se suicider. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, nous, de toute façon, on va ouvrir. Donc ok, on me rappelle, on rentre dans le petit immeuble. Il y avait la petite porte, un peu une vieille porte d'immeuble, quoi. Tu sais, je pense qu'un coup de bélier, c'est fini. Je mets mes gants et il me dit ouais, mets tes gants. J'avais le sac comme ça. Il me dit au cas où, voilà. Donc les policiers sont là avec le bélier. Ils me disent c'est bon, vous êtes prêts? Bon, ils mettent un coup de bélier, la porte elle s'ouvre et là, franchement, je vois la personne qui est à 2 mètres de la porte, devant moi et devant les policiers comme ça, qui est avec un couteau et dès que la porte elle s'ouvre, il fait comme ça. Fuck, il s'égorge, il tombe comme ça. Oh, moi je vois ça pendant 4 secondes, je pense, 5 secondes. Je suis bloqué, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je me dis, tu sais, au début, tu sais pas. Il l'a vraiment fait, quoi. Ouais, et puis je me dis, ouais, je suis choqué, genre comment je réagis, tout ça. Donc là, pendant 5 secondes. Et après, bon, c'est parti, tu sais, je mets ma main pour éviter que ça saigne, tout ça, et je vois, il est en train de. Tu sais, vraiment comme dans les films, quoi. Tu vois. Et après, ben, on le met en place, on le dégage, et après, on le masse. On le masse tous les ponts. Enfin, on est une ambulance, donc on se met à le masser, et forcément, moi, je suis en train de lui maintenir encore pour pas que ça sorte trop le sang. Parce que quand tu masses, forcément, le sang, il sort aussi, tu vois. Donc, on se met à plusieurs. Et après, malheureusement, la personne est décédée, mais ouais, ça, c'est. De toute façon, ça m'est déjà arrivé, tu vois, et je me dis, bon, c'est chaud. Quand quelqu'un se fait ça, c'est foutu, ouais. Non? Après, si t'arrives, ça dépend comment. Je pense que si c'est vraiment tranché, tout ça, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment faire un point de compression dessus, et éviter que, voilà, boucher l'artère, mais. Compliqué. Tu parlais d'un homme qui a attaqué les policiers. Sur l'attentat de Charlie Hebdo, c'était toi qui étais dans les premiers. Comment tu te retrouves là-bas? Est-ce que c'est du hasard? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, moi, c'est 7 janvier, pardon. C'est 7 janvier. En fait, sur Charlie Hebdo, j'interviens, moi, en premier sur le policier qui vient de se faire tirer dessus. En fait, j'interviens pas en premier dans Charlie Hebdo. En fait, moi, j'étais dans la caserne où les premiers engins partent. Donc, il y a le premier ambulance qui part dans Charlie Hebdo. Et eux, ils partent blessés armes à feu, comme on fait quand même souvent à Paris. Donc, voilà, personne un peu s'inquiète, quoi. Attends, vous en avez souvent? Ouais, franchement, on a. Ah bon? Ah ouais, on a souvent. Blessés armes à feu? Ouais, blessés armes à feu, on en a souvent. On a fait une par semaine. Dans Paris, juste? Ouais. Donc, ouais, personne s'inquiète. Et en fait, nous, on est sonné pareil pour aller à cet endroit. Parce que le premier VSAV, la première ambulance sont arrivés, ils ont vu le carnage et ils ont demandé des moyens. Donc nous, on arrive, et en fait, en allant sur Charlie Hebdo, en fait, on arrive sur le boulevard Richard Lenoir, et en fait, je me rappelle, c'était les bouchons et tout ça, et nous, on essayait, parce qu'on savait que c'était grave, donc on essayait de passer, on était descendus pour faire la circulation, pour essayer que notre véhicule y passe, et en fait, quand on arrive, avant d'arriver sur Charlie Hebdo, on arrive, on voit des policiers on voit le policier qui est au sol et ses collègues qui nous disent arrêtez-vous et tout ça. Donc nous on s'arrête et on prend en charge le policier qui vient de se faire tirer dessus. Donc ouais, on fait tout ce qui est massage cardiaque, on prend en charge. Ensuite il y a le SAMU qui arrive, qui prennent la personne en charge. Et là moi j'ai un collègue qui vient me voir, qui me dit il y a plusieurs morts dans Charlie Hebdo. Donc là moi ce que je fais c'est instinctif. Je prends le sac avec la bouteille d'oxygène et après je pars là-bas. Pour savoir s'ils ont besoin d'aide, on ne sait pas sur quoi on va tomber, tu vois. Et en fait, j'arrive sur Charlie Hebdo, et après, je montre, et en fait, déjà, les pompiers avaient déjà fait le premier tri, mais tu vois, je rentre dedans, et moi, je regarde si je peux faire des choses, quoi. Là, je vois, j'ai même pas besoin de faire le dessin, la description, et moi, vraiment, ce qui me marque, c'est cette odeur de poudre, l'odeur du sang. Tu vois, ça, c'est des trucs à vie, j'aurais, tu vois, avec les images, mais voilà, moi, je vois ça, et je me dis, mais en vrai, la première chose que je me dis comment l'espèce humaine fait pour faire ça, tu vois.
Donc après, je redescends voir mes collègues et puis après, nous, on prend une autre victime en charge qu'on va transporter. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on prend toujours des leçons, des choses comme ça. Tu vois, nous, ce qui nous a apporté en termes de pompiers, Charlie Hebdo, c'est que à la base, nous, c'était le premier attentat qu'il y avait à Paris. Et nous, en fait, dans nos sacs de pompiers, on n'avait qu'un garrot, on avait vraiment que ça. Et en fait, on va dire à cause de Charlie Hebdo, mais en fait, les pompiers ont évolué sur le matériel. Et en fait, on a eu plein de matériel, on a eu plusieurs garrots, on a eu des quick locks, des tourniquets par balle, ouais, des garrots tourniquets. Mais aussi, on a pour ceux qui sont blessés par balle, on met une bande hémostatique à l'intérieur, comme ça fait coaguler le sang. Enfin voilà, on a plein d'outils du coup depuis Charlie Hebdo pour les autres attentats. Ben nous, les pompiers, on est armés, tu vois, par rapport aux attentats qu'avant on n'avait pas, tu vois. Avant de faire rentrer Grace, maintenant, sur tes réseaux, je mettrai d'ailleurs, si vous voulez les suivre directement, donc toi tu t'appelles Benoît, mais c'est Strike Workout, Strike comme un strike au bowling, ouais. Et Workout, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux? Si vous voulez le suivre, le lien est dans la description directement sous la vidéo YouTube, et dans la description des podcasts audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. À chaque fois, il y a description, vous cliquez en dessous. Vous pouvez mettre 5 étoiles d'ailleurs, en profiter en 2 secondes, ça nous aide vraiment sur l'algorithme. Voilà, merci de faire de Les gens de premier podcast de France. On est de plus en plus chaque semaine et merci pour ça. Et donc, vous pouvez voir donc, directement les réseaux de Benoît et le suivre direct. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? En fait, workout, ça veut dire musculation en anglais. Et en fait, moi, à la base, je fais du street workout. C'est de la musculation de rue. C'est les gens qui font des tractions, des figures sur des barres. Donc moi, j'ai commencé un peu comme ça. Et en fait, quand tu fais ça, t'es à l'aise après sur intervention parce que quand tu montes à l'échelle, quand tu fais des reconnaissances d'appart, voilà. Donc l'idée, c'est d'être à l'aise sur ça. Et en fait, moi, sur mes réseaux, je fais vraiment tout. Si le métier de pompier déjà t'intéresse, c'est important. Enfin, tu verras que quand tu vas être sur mes réseaux, tu vas kiffer parce que je montre les gestes de premier secours. Je montre comment, la vie de caserne, comment on est, ce qu'on fait. Je montre des manœuvres. Je montre, voilà, il y a vraiment tout. J'explique comment on devient pompier. J'explique, voilà, des manœuvres. Enfin, c'est vraiment. Et du coup, je vais aussi dans d'autres pays, chez les pompiers. Je vais dans d'autres casernes. Je montre plein de spécialités parce que chez les pompiers, il n'y a pas que le feu, les incendies. Il y en a qui sont spécialistes il y a de la plongée, il y a des secours animaliers. Enfin, il y a tellement de choses. Et en fait, moi, sur mes réseaux, je vais avec eux et j'explique comment ils travaillent. Et tu vois, il y a 3-4 mois, je suis allé au Chili avec les pompiers chiliens. J'étais avec eux, j'ai intervenu avec eux. Et ça, c'est incroyable parce que tu vois plein de choses, quoi. T'as plus de 800 000 abonnés au total. J'ai vu que t'étais vraiment très, très suivi. Ouais. T'es sur quoi au maximum? Enfin, le plus, t'es sur Insta? TikTok, Insta, YouTube et Facebook. Voilà, allez lui donner allez voir directement, je mettrai les liens et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi à l'émission si vous avez déjà eu affaire aux pompiers, malheureusement, parce qu'il faut mieux pas avoir affaire à vous, c'est mauvais signe. Mais si jamais vous avez eu besoin des pompiers à un moment donné, si vous voulez nous raconter des anecdotes, t'iras lire les commentaires. Ouais. Vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo YouTube en 2 secondes. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous êtes environ 150 000 encore ce mois-ci. Merci beaucoup pour tout ça. Et donc à mettre le petit pouce. Et puis ça nous aide vachement quand vous likez la vidéo. Et puis la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. On va faire rentrer Grace, si t'es d'accord, qui a vécu malheureusement un incendie, qui a survécu, qui est la seule à avoir survécu. Elle va nous raconter ce qui lui est arrivé, comment elle s'en est sortie. Et aujourd'hui, c'est une sportive de haut niveau. Elle va nous raconter ça. Bienvenue Grace. Merci beaucoup. Alors, on t'a contacté, ça s'est fait un peu vraiment dernière minute. On a contacté une de tes amies il y a, je crois même pas 24 heures, qui t'a proposé de venir parce qu'elle n'était pas dispo. En fait, on n'avait pas ton contact et ça s'est un peu fait comme ça. On avait contacté, on l'embrasse, on peut l'embrasser d'ailleurs. Oui, on peut lui faire un bisou Julie. Voilà, Julie, il s'appelle 12 février sur les réseaux, que j'avais reçu à l'époque du QG il y a très longtemps, qui est très sympa. Je mettrai ses réseaux d'ailleurs dans la description, on l'embrasse fort, qui avait été aussi malheureusement brûlé sur une grosse partie de son corps avec un déguisement, si je dis pas de bêtises, exactement, carnaval de son école, et elle avait avec une cigarette, si je dis pas de bêtises non plus, elle avait pris feu et nous avait raconté son histoire. Alors toi, j'ai vraiment découvert ton histoire rapidement juste avant de commencer l'émission, mais merci d'être venu. Je crois que tu étais à l'étranger en plus tout à l'heure. Ouais, t'as atterri vraiment, t'étais où? J'étais à Marrakech. Marrakech. Pour un mariage. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, coup de bol en tout cas. Merci d'être venu. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui t'est arrivé toi? On avait une émission sur justement les pompiers, les sapeurs-pompiers avec Benoît, Strike Workout, là, pseudo. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Moi, j'ai survécu à un incendie criminel. Quand j'ai criminel, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis volontairement le feu, quoi. Exactement. C'est une personne qui a allumé 2 foyers de feu dans la cage d'escalier de l'immeuble dans lequel j'habitais avec ma mère et mon petit frère. Où ça? À Saint-Denis.
Et du coup, j'avais 5 ans, ça s'est passé en pleine nuit. Et en fait, on était les dommages collatéraux d'un féminicide. Ah, vous avez su après Ouais, on l'a su après avec l'enquête qu'il y a eu. Toi, t'étais dans l'appartement, donc c'était un appartement? Ouais, c'était un appartement. Tu étais avec qui dans l'appartement? Avec ma mère et mon petit frère ce soir-là. D'accord. Il y avait 2 chambres, mais ce soir-là, exceptionnellement, avec ma mère et mon petit frère, on avait décidé de dormir tous ensemble, un petit peu comme une soirée pyjama. Ouais. Petit plateau de télé familial où ça finit par dormir tous ensemble. L'incendie va avoir lieu en pleine nuit. Du coup, vous dormiez à l'époque? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a senti une odeur de fumée. Et du coup, je me souviens qu'elle a un petit peu vérifié partout pour savoir s'il y avait pas, je sais pas, une fuite de gaz ou un câble, un fusible ou quelque chose qui avait sauté. Elle a demandé également à la voisine si elle sentait cette même odeur de fumée. Et la voisine lui a dit qu'elle sentait de la fumée, mais que sa fenêtre à elle était ouverte. Donc elles se sont dit que ça venait de dehors. Et ma mère, après ça, elle s'est rendormie avec mon petit frère. Moi, je me suis pas rendormie. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Et ensuite, je me souviens que je voyais de la lumière sous la porte d'entrée de la maison, du coup. Mais je me suis pas spécialement inquiétée. Et j'entendais des bruits également dans l'escalier, mais je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais c'est peut-être des gens qui rentrent chez eux. Je me suis pas spécialement inquiétée non plus. Et puis quand t'as 5 ans, ouais, tu rationalises pas tout ce qui peut tout ce 5 ans, c'est tout petit. Hein. Ouais. Et peu de temps après, je saurais pas te dire combien de temps, mais peu de temps après, il y a les flammes du coup qui sont rentrées dans l'appartement. Tu t'en rappelles, toi? Ouais. Pour moi, je me souviens comme si c'était hier, vraiment. T'as quel âge aujourd'hui? 29. 29 ans. Et donc du coup, les flammes rentrent dans l'appartement. Moi, j'ai peur, donc je sors du lit là où on dormait avec ma mère et mon petit frère, et je me réfugie au fond de la pièce. Donc dans la chambre toujours? On était au salon, du coup. Oui, enfin. Ouais, mais toujours au salon, mais je suis juste au fond de la pièce, quoi, dans un coin. Et eux, ils se réveillent pas? Non. À ce moment-là? Non. Parce qu'ils s'étaient endormis avec la fumée? Ouais. C'est surtout la fumée qui tue. En fait, tout le monde pense que c'est les flammes. En fait, ce qui tue en premier, c'est la fumée, quoi. T'intoxiques, et après, les flammes, c'est plus tard. En fait, ça te fait tourner la tête et non, mais c'est surtout que tu deviens inconscient parce que t'as plus d'air. Donc, quand t'as plus d'air, la fumée, ça prend tout l'air. Forcément, t'es intoxiqué, tu tombes inconscient. Et après, tu meurs déjà après. Et après, les flammes, il y en a qui sont carbonisées parce que vraiment, les flammes viennent sur eux, mais ils sont déjà morts, en fait. Ah, d'accord. Tu vois. Et donc, eux vont pas se réveiller? En fait, du coup, quand les flammes, elles arrivent à mon niveau, moi, je décide d'aller les voir et d'essayer de réveiller ma mère, parce qu'à ce moment-là, j'ai peur, donc j'ai besoin d'elle. Mais elle se réveille pas, ni mon petit frère. Et moi, après, je tombe inconsciente. Et je me réveille au moment où le pompier rentre dans l'appartement. C'est lui qui rentre dans l'appartement. Tu t'endors aussi? T'as perdu connaissance aussi? Et je me réveille au moment où il rentre dans l'appartement et je me souviens avoir peur de lui parce que j'avais jamais vu un pompier. T'as crié, t'as dit je suis là, genre non? Non, j'ai rien dit. Je me souviens juste le voir rentrer. J'ai eu peur. Je me souviens vouloir essayer de reculer parce qu'il me faisait peur. Et finalement, il y avait le mur. Ouais. Et il y avait le mur derrière moi et il m'a porté. Il m'a donné un autre pompier dans la cage d'escalier. Et on est descendu et puis ils ont commencé à me faire les premiers soins. Et ensuite, je me souviens de mon arrivée à l'hôpital et un personnel soignant qui me dit ça va aller. Et ils t'endorment? Et en fait, moi, je me réveille le lendemain. Enfin, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est le lendemain, mais je me réveille 3 mois plus tard. Ouais, ce qui devait être dans le coma, justement, pour guérir tout ça, quoi. Et tu as parlé de ta maman et de ton frère. Ton papa, ils étaient toujours ensemble, tes parents ou... Ils étaient toujours ensemble, ouais. Et il n'était pas là ce soir-là? Il n'était pas là ce soir-là. Il travaillait ou il était en sortie, pote? Avec une autre femme. Ah, d'accord. Tu l'as su après, du coup? Ouais, on l'a su après. Wow. Et donc, il t'endorme, tu te réveilles 3 mois après, t'as l'impression que t'as dormi... J'ai l'impression que, en fait, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé la veille et que je me réveille le lendemain matin. Genre, littéralement. Et donc, je me réveille dans une chambre stérile avec un petit peu des sortes de bâches autour de moi. Plastique transparente? Ouais, du plastique transparent. Mon père habillé tout en bleu, comme un chirurgien. Et malgré que j'ai des antidouleurs, je suis assez datée, je suis très douloureuse, surtout au niveau des jambes.
Donc je dis à mon père, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, et il pleure beaucoup. Moi, à ce moment-là, je sais pas encore que j'ai été amputée des 2 jambes en dessous du genou. Et je lui demande aussi où est ma mère et où est mon petit frère. Et il a du mal à me répondre, il pleure et il essaie de m'expliquer qu'ils sont au ciel. Sauf que à 5 ans, c'est hyper abstrait, la mort. Donc, en gros, il essaye de m'expliquer que je vais pas les revoir pendant longtemps. Mais j'avais pas compris à ce moment-là que je les reverrais plus du tout, quoi. Et comme j'avais très mal aux jambes, il appelle une infirmière. Et l'infirmière, elle m'explique que malheureusement, j'ai plus mes 2 jambes, quoi. Et c'est en soulevant le drap que je découvre que je suis amputée des 2 jambes. À 5 ans. Ouais. Bon. Ça doit te faire un choc même. Enfin, tu te rends compte tout de suite, quoi. En fait, je me rends compte, mais je comprends rien finalement, parce que je me dis ok, j'ai plus mes jambes, j'ai super mal, je sais pas quand je vais revoir ma mère et mon petit frère. Je suis bandée de la tête aux pieds, il y a que mon visage qui est hors de bandage. Je suis très confuse en fait. Et je vois, tu m'as dit que je pouvais te poser toutes les questions. Je vois que tu as une cicatrice sur le bras gauche. Tu as de la peau qui est un peu brûlée. Et sur le bras gauche, tu as une cicatrice parce que tu as eu des chocs aussi ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, celle-là, je me la suis faite au basket. D'accord, oui, rien à voir. J'ai ouais. pour bien comprendre. Tu m'as dit pose-moi toutes les questions, il y a pas de problème et tout, donc je me permets. Ton visage n'est pas du tout brûlé. Tu as eu de la chance ça se voit pas. En fait, quand tu es habillé, ça se voit pas du tout. Oui, c'est vrai que si je mets des manches longues et des pantalons, personne ne peut s'en douter. Et c'est vrai que parfois, je me demande un petit peu, au moment où j'ai perdu connaissance dans l'incendie, dans quelle position j'étais, comment ça se fait, etc. Mais je sais pas. T'as revu le pompier? On parlait tout à l'heure. Benoît a sauvé une dame âgée et est rentré dans le feu. C'est la meilleure expérience de pompier qu'il a eue parce qu'il a compris pourquoi il s'était entraîné autant d'années pour sauver des gens. Toi, t'as revu les pompiers qui t'ont sauvé? Alors, ils sont venus me voir pendant que j'étais à l'hôpital, beaucoup, avec des cadeaux, parce que du coup, pendant que j'étais dans le coma, j'ai eu 5 ans. Ouais. Oh putain. Donc, à mon réveil, quelques jours après mon réveil, ils sont venus avec tout plein de cadeaux pour me souhaiter mon anniversaire. C'était super mignon. Top. Ouais, c'était incroyable. Sympa les pompiers, hein, quand même. Ouais, grave. Ouais. Et j'ai discuté précisément il y a quelques années avec le pompier qui m'a sorti des flammes. Tu l'as revu? On s'est pas revu parce qu'il vit pas en France, mais on a discuté et c'était hyper émouvant et je lui suis reconnaissante à vie. Incroyable. Tu as gardé contact à son numéro? Ouais, j'ai son numéro, on se parle sur WhatsApp de temps en temps. Putain, c'est fou. Il est parti habiter où? Il habite à Ouagadougou, il me semble. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Putain, incroyable. Et aujourd'hui, quand tu es arrivé, tu as des prothèses du coup, parce que tu arrives en marchant. Je savais même pas, c'est-à-dire que tu as un pantalon, ça se voit pas que tu as des prothèses là aujourd'hui. T'as appris à remarcher exactement comme si tu avais des jambes? Oui, j'ai appris à remarcher 2 ans à peu près après l'amputation. 2 ans, c'est déjà énorme quand t'es un enfant. Ouais, pour moi à ce moment-là, c'était pas une partie facile parce que trouver l'appareillage qui te correspond, c'est long. La prothèse quand tu Ouais, appareillage. c'est ça. Ouais, c'est long, c'est douloureux. Je commençais à me faire à l'idée que j'avais plus de jambes, puis finalement on me force à en avoir des fausses. C'était un petit peu étrange, mais finalement quand j'ai vu que j'arrivais à marcher, puis un jour à trottiner, puis à courir, je me suis dit que je pouvais avoir une vie à peu près comme les autres enfants de mon âge et que finalement c'était plutôt cool. Putain, et tu ressentais de la douleur? Tu disais ton papa, quand tu t'es réveillé, en fait tu lui as dit que tu avais mal aux pieds, alors que tu avais plus de pieds à ce moment-là. Tu avais des douleurs fantômes? Exactement. C'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes. En fait, les douleurs fantômes, c'est le fait que ton cerveau ne processe pas le fait que tu n'as plus de pieds. Donc en fait, la communication nerveuse, les nerfs, c'est comme un circuit. Donc arrivé en bas, ils se disent qu'est-ce qui se passe, il y a plus de pieds, et donc du coup ça envoie un message à ton cerveau et souvent ça peut créer des douleurs. Une vraie douleur, comme si t'avais vraiment, enfin tu ressens la douleur comme si t'avais mal aux pieds. Je ressens énormément de fourmis dans les pieds. Ça, c'est trop bizarre. Des fois, moi je sais que j'ai déjà parlé avec des gens comme ça qui disent des fois ça me gratte. Ouais. Et en fait ils ont plus de pieds, mais des fois ça te gratte le pied, tu vois. Oui, ça me gratte parfois entre les orteils. Ah ouais. Ouais. Okay. Entre le gros orteil et le deuxième. Et c'est super bizarre. Et alors, ton papa t'a élevé après? J'ai vécu chez mon père les week-ends pendant 2 ans.
Et ensuite, mon père m'a abandonnée à ma sortie du centre de rééducation. Oh, c'est un truc de fou. Ouais. T'es forte, hein, parce qu'on va voir, on va parler après de ce que t'as fait aujourd'hui. Et qui t'a élevé? Ma tante. Ta tante? Ma tante, mais j'étais également en internat. J'étais en internat dans un établissement qui faisait primaire, collège, lycée et qui accueillait 70% d'élèves en situation de handicap, 30% d'élèves en situation valide. Et tout était adapté pour avoir la scolarité la plus classique possible. Il a pas repris contact avec toi après, ton père, il s'est pas excusé? Il y a quelques années. Il a repris contact avec moi il y a quelques années parce qu'il m'avait vu dans une pub dans le métro. Et qu'est-ce que... Moi, il s'est excusé, il s'est pas excusé. Non, il s'est pas excusé. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il est resté assez vague et il a dit qu'il savait pas. Mais en vrai, c'est surtout que je correspondais pas. Ma présence ne correspondait pas à son nouveau schéma de vie, donc avec sa compagne et ses autres enfants. Quand il a repris contact, je vais pas me mentir, j'étais contente parce que c'était mon pilier après l'accident et je me disais que j'allais savoir ce que c'était que d'avoir un père finalement. Mais très rapidement, j'ai un peu grandi toute seule, donc j'ai pas spécialement besoin de lui, je ressens pas spécialement. T'es solide. Parler, ouais. Enfin, tu sais, j'ai appris à me créer un cercle d'autres personnes sur lesquelles je peux compter si besoin. Quand t'es sorti du coma, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est eux qui décident de t'injecter un produit parce qu'ils estiment que t'es assez réparé entre guillemets, que t'auras pas de douleur? C'est pas qu'ils injectent un produit, c'est justement ils arrêtent de t'injecter des sédatés. Et parce qu'ils savent que c'est bon, t'as peut-être moins de douleur que là. Tu peux revenir, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'ils arrêtent d'envoyer ce produit et du coup, tu reviens au fur et à mesure, quoi. Donc, ils savent que, c'est pour ça qu'il y avait ton papa à côté, ils savent que dans la journée, tu vas te réveiller, quoi. Ouais. En gros. Le monsieur qui a mis le feu, est-ce qu'il a été arrêté? Non, il n'a pas été arrêté. Moi, aux dernières nouvelles que j'ai eues, il serait caché dans des montagnes en Kabylie et voilà. Est-ce que vous savez le nom du gars? Ouais, parce qu'en fait, c'était du coup l'ancien mari de ma voisine qui avait décidé de se venger d'elle. Il a voulu la tuer? Je sais pas s'il l'a tuée ou pas. Non, mais il a voulu en tout cas. Ouais, il a voulu feu, donc. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il a fait avec essence, briquet, cage d'escalier. Et donc la police sait le nom du gars et il s'est enfui? Ouais. Et donc il a jamais été arrêté? Non. Putain. Et t'as jamais envie d'aller, je vais être un peu primaire et primitif, mais t'as jamais envie de le retrouver avec... Attends, envie ta maman. Clair. Non, mais même, faut être honnête, t'as envie de... Quelqu'un qui tue ta maman et ton frère, t'as quand même envie de le retrouver? Bah, j'aurais bien aimé que, par exemple, au procès, il y ait une confrontation. Ça, c'est un truc dont j'ai rêvé pendant longtemps. Mais après, au final, tu sais, quand il y a 5 ans, 10 ans, exactement. Même tu dis ça mène à quoi? Ça va rien. Bah, ça les ramènera pas. Ça toi, changera pas ma vie. Si t'étais ouais. grandi, t'as fait ta vie et tu te dis vas-y. Ouais. Et puis, quand il y a autant d'années qui passent, au bout d'un moment, tu te fais une raison et finalement avoir cette envie de confrontation, de le retrouver et peut-être un peu de haine finalement. De vengeance? Ouais, de vengeance. Mais c'est naturel, hein. C'est naturel. Il n'y a pas de jugement du tout, hein. Ouais. La question, c'est. Ouais, mais non, bien sûr. C'est naturel et ça l'a été pendant un temps. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était des sentiments qui, moi, personnellement, ne m'aidaient pas. Et me bouffait. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un à qui je pense. Vraiment, après, je suis assez spirituelle aussi et je pense qu'à un moment donné, il aura son karma. Et... Ah, c'est clair. T'as une foi? Ouais, je suis croyante. Et donc, tu penses que le pardon, c'est important? Je pense que le pardon, c'est important. Pas spécialement parce que lui, il le mérite, mais parce que moi, je mérite la paix, tout simplement, et que je vis mieux en n'ayant pas de sentiment de haine envers qui que ce soit. Solide, bravo. Hein. Merci. Et aujourd'hui, alors tu es devenu sportif, tu fais du sport, ouais. Tu fais du basket, fauteuil, c'est ça. T'as même fait les JO de Rio. Ouais. T'as trouvé ta voie. Tu travailles à côté. Tu fais quoi exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, actuellement, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je suis également conférencière dans les entreprises ou dans les grandes marques pour les sujets de handicap, sport et santé. Depuis peu, je fais un petit peu de mannequinat et d'acting. Le syndrome du survivant, ils appellent ça. C'est quand tu es le seul à survivre dans une scène. Pourquoi toi? Est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé de te poser la question? Pourquoi toi, tu t'es pas endormi, enfin, tout de suite, etc.
Oui, je me suis posé la question beaucoup de fois, mais j'ai jamais eu les réponses. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, quand j'ai vu une psy, qu'elle m'a aidé à dépasser, à assumer ma légitimité d'être en vie et la chance que j'ai eue ce soir-là, finalement. Et là, tu es toujours athlète aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je suis toujours athlète. C'est quoi tes prochains projets? Je sais pas si je peux en parler, mais... Sans donner détails, mais c'est quoi? C'est un film? Ouais, c'est de la fiction, 2 films. Juste une question, comment est-ce que tu arrives à mettre des chaussures? Ça ne se voit pas du tout quand tu marches. Pour ceux qui savent pas, moi je sais pas comment ça fonctionne. Comment tu peux, comment tu fais? Du coup, j'ai un pied qui ressemble à un pied normal. Juste, il y a une petite restitution d'énergie qui fait que le pied se déroule tout seul quand je marche. Et j'ai un bouton ici qui me permet d'incliner le pied pour que je puisse mettre des chaussures à talons. Parce que je suis très très souvent en talons. Ah, tu peux mettre des talons aussi. Ça te permet d'avoir la même démarche en fait que. Exactement, ouais. Incroyable. Bah, tu vois, je pense qu'il y en a plein qui ont appris. Tu savais ça? Ouais, je savais parce que pareil, moi aussi, quand on est pompier, on est beaucoup avec des gens aussi, on a envie d'aider. Et j'ai déjà fait pas mal de défis sportifs avec des personnes handicapées. Et du coup, je partais. Tu sais, on a fait la dernière fois, j'ai fait 20 km avec des personnes en situation de handicap, des personnes non-voyantes, des personnes qui avaient une jambe amputée et tout ça. Et du coup, eux qui marchent aussi, qui courent. Et du coup, ouais, on a parlé de ça et c'est ouf parce que moi, je trouve, quand on les écoute, après, on peut plus se plaindre, ça nous donne de la force. Enfin, eux, ils ont vraiment de la force, ça nous donne aussi de la force en nous. Et moi, j'aime bien écouter tout ça parce qu'après, je te dis, on peut plus se plaindre et on se dit, putain, ils ont vraiment le respect, on leur doit vraiment le respect et leur force qu'ils ont, leur force mentale. Et c'est grâce à ça, franchement, félicitations et plein de courage, je te donne plein de force à mort et merci, c'est cool. Est-ce que tu as réussi à être heureuse malgré ce que tu as vécu qui est quand même très dramatique? Je pense que je suis super heureuse dans ma vie. J'ai appris, je pense, à faire de mon chaos quelque chose de bien. Après, c'est vrai que les années à l'hôpital, elles étaient tellement dures que je suis quelqu'un qui déteste être triste. Donc parfois, c'est vrai que ça peut arriver, hein, un petit coup de down pour X ou Y raison. Mais au bout de 2 heures, ça me saoule, quoi. Donc t'es optimiste et t'as envie toujours de voir le verre à moitié plein et tu te dis... Ouais, enfin, et puis c'était tellement difficile avant et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai tellement réussi à créer une vie que la petite Grace qui avait 5 ans et qui avait tout perdu, elle aurait jamais pensé vivre. Qu'aujourd'hui, je suis super bien entourée, je gagne bien ma vie, je fais du sport, je rencontre des personnes incroyables, j'ai de la chance d'être invitée sur différentes plateformes. Non, c'est pas de la chance. Ouais. C'est toi qui as fait les choses pour que ça arrive, en vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai eu le courage aussi de m'exposer sur les réseaux sociaux et oui, c'est pas tomber de tout cru, mais ces opportunités. Mais tu te dis que si c'était pas arrivé, t'aurais pas ça, c'est ça que tu disais? Moi, je suis convaincue que j'aurais pas cette vie-là si j'avais pas eu cet accident. Et c'est complètement fou et complètement paradoxal à dire. Mais aujourd'hui, je vis une vie à 100 à l'heure. C'est une petite vie de rockstar et je suis contente. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait dans ta vie à cause de ton accident ou grâce aujourd'hui, tu vois, tu dis grâce à ça, je vis des trucs, mais quel est le truc le plus fou? Tu t'es dit, putain, mais j'aurais jamais vécu ça quand même. Je pense que c'est ma carrière en basket parce que du coup, elle m'a amenée à vivre aux États-Unis et j'étais tout le temps courtside. Et je côtoyais, je voyais de près ou de loin certains joueurs de NBA que moi j'admire depuis toujours. Donc prendre des photos avec des personnes comme Luka Doncic, LeBron James et compagnie, c'est complètement fou. Et je suis persuadée que ça me serait pas arrivé sans tout ça. C'est fou. Ouais. Félicitations pour tout ça. Juste, tu as envie de faire ce métier jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge on peut être pompier? On n'a pas parlé de la... Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 60, 65 ans, on peut devenir pompier. Enfin, on peut continuer faire toute sa carrière. Ah ouais, bien sûr, on va faire toute notre carrière. Nous, notre retraite, c'est pas comme les militaires où eux, ils ont 15 ans. Enfin, maintenant, ça passe à 20 ans. En fait, nous, on est fonctionnaires, donc on doit faire 60, 65 ans. Après, ça dépend à quel âge. Donc, quand tu as 60 ans, est-ce que tu dois encore faire oublié de parler de ça, mais l'entraînement, les tests de la planche, là, il faut continuer d'être apte. La planche, c'est vraiment à Paris, ça, par contre. Après, nous, on n'a pas mais on a des tests physiques qu'on a tous les ans, et même à 60 ans, ils doivent faire ces tests-là. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner tout le temps, et
Et voilà, après, il faut être en bonne santé, il faut avoir une hygiène de vie aussi. T'es obligé, si t'as 60 ans et que tu fais n'importe quoi, je pense que c'est compliqué. Ouais, ça marche plus, quoi. Bah ouais, tu subis après. Et le but, c'est pas de subir, c'est d'être content d'aller travailler. Et c'est pour ça que moi, on parlait du salaire et tout, moi je m'en fous parce que je suis content d'aller bosser. C'est ça le plus important. De trouver sa voie, d'être content d'aller bosser, d'être avec les collègues. Voilà, je trouve que c'est ça la plus grande richesse, quoi. Merci à tous les deux. Je te check. Merci Grace et merci beaucoup Benoît. Strike, Workout exactement sur les réseaux. Je vous mettrai les réseaux des deux invités si vous voulez aller les retrouver directement dans la description. Donc sur YouTube sous la vidéo et puis en podcast audio il y a la description aussi. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus comme ça vous pourrez retrouver et Grace et Benoît dessus. Et je mettrai même un lien si ça vous intéresse d'être pompier. C'est pas une mission. On est d'accord, hein, c'est pas sponsorisé. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est cool aussi de filer un coup de main aux pompiers. Donc je mettrai le lien du recrutement. Je sais pas comment ça se passe, mais je mettrai un lien en dessous. En tout cas, je vous embrasse fort. On se retrouve très vite, de toute façon, pour une prochaine vidéo. Tous les mercredis, vendredis, dimanches, vous met une interview ou un documentaire. En tout cas, voilà. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé avec moi. Je vous embrasse fort. À bientôt, tout le monde.